matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce 44e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard en compagnie du professeur Pierre Gastonguay. Oui. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Dit comme ça a l'air plus intelligent que ça l'est pour de vrai, là, mais professeur, c'est que depuis quelques semaines, à chaque année, je fais du coaching pour le concours LOL, qui est un concours qui se donne dans les écoles francophones de l'Ontario. Donc, je fais du coaching avec des jeunes pour ces jeunes-là qui écrivent un 5 minutes de stand-up. Et moi, je les aide, je les coach, aide à trouver des idées, à ouvrir des portes, à expliquer un peu certains concepts de l'humour. Donc, je réussis à prendre tout ce que moi j'ai appris pendant mes années de stand-up et donner ça aux jeunes. On a aussi une version qui est concours LOL Est, donc qui est tout le Québec, tout le Nouveau-Brunswick. Aussi, on fait du coaching avec des jeunes du Québec, avec des jeunes du Nouveau-Brunswick. On a notre finale qui rassemble 5 jeunes pour que eux vont venir en fait présenter leur texte, ce qu'ils ont travaillé au courant de l'année, et ça se passe le 10 mai prochain à Dégelys. On travaille un peu avec le tremplin de Dégelys. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un concours qui se passe dans l'est, dans le bas du fleuve, donc en l'est du Québec, pas loin des lignes du Nouveau-Brunswick. Donc le tremplin de Dégelys qui est un concours musical, mais un concours aussi d'humour. Et nous, on est un peu en marge de ce gros concours-là, donc le concours LOL. Concours LOL de l'Est. Ça ressemble à un genre de quoi? De genre de secondaire en spectacle, si on veut, mais juste avec de l'humour. Exactement. C'est exactement ça. Secondaire en spectacle, mais juste humour. Fait qu'on on se spécialise, on est vraiment juste dans cette catégorie-là d'art, si on veut. Donc, ça se passe le 10 mai prochain. Si jamais vous êtes dans le bout de Dégelys, dans le grand Kamouraska, dans le bas du fleuve, les billets sont pas trop chers. Je crois que c'est peut-être 20, 25, 30$ pour voir un bon spectacle. Et c'est le bon Pierre-Bruno Rivard qui vient faire un 30 minutes de stand-up aussi. Donc, il n'y a pas juste des jeunes qui font des jokes, des fois qui comprennent pas. Parce que des fois, je leur écris des jokes. Je suis comme, non, inquiète-toi pas, c'est drôle. Ils vont rire, les gens. Puis ils sont comme, je comprends pas le référent. Je suis comme, ben, inquiète-toi pas. Mais il y a aussi Pierre-Bruno Rivard, notre ami humoriste, qui va venir faire une demi-heure de blagues aussi. Fait que je vous invite, si vous voulez venir le 10 mai prochain dans le bout de Dégelys. On est là pour concours LOL. Fait que c'est ça qui se passe de mon côté. Des talents et tout. Ouais. Ben nous, ça, moi de mon bord, on va avoir un petit spectacle ensemble. On va partager la scène. Fait que si vous nous écoutez lorsque ça sort, donc le 2 mai, ben demain, le 3 mai, si vous êtes dans le coin de Montréal, toi, moi, Ariane, est-ce que Pierre-Luc Racine, qui est venu sur le podcast. Déjà venu sur le podcast, on va faire un spectacle au jockey. Ouais. Donc un petit spectacle un peu impromptu où on s'est comme donné un défi de thème qu'on doit écrire dessus. Alors le thème est la dernière chose qu'on a appris à faire. Fait que un dernier talent, un dernier skill qu'on a appris. On va faire un numéro sur ça, tous et toutes. Donc ça vous tente de venir voir ce spectacle-là. On va vous mettre le lien des billets dans les commentaires, évidemment. Si vous l'écoutez après vendredi, ben, le lien ne fonctionnera plus. Mais ça vous tente, vous êtes dans le coin de Montréal. Ça va nous faire plaisir de vous faire rire avec nos nouvelles blagues fraîchement écrites. Absolument. Et vous aussi, vous nous avez dit des belles choses sur les réseaux sociaux. Et on a sélectionné, évidemment, on vous lit toujours. On ne peut pas tous vous mettre dans ce début d'épisode. Fait qu'on a sélectionné Phil Bernier qui nous a donné un peu une idée de chronique pour la chronique du public. Hein? Fait que ça, c'est là, chronique du public. Et cette semaine, il aimerait qu'on fasse... c'est un peu dans le concept avec le draft qu'il y a eu là, à l'intérieur de la WWE. Fait qu'il aimerait qu'on fasse un draft, mais pour chaque compagnie. Fait que la WWE, la All Elite Wrestling ainsi que la TNA, chaque compagnie doit garder un lutteur ou une équipe et se débarrasser d'un lutteur ou d'une équipe et aller chercher un lutteur et une équipe d'une autre fédération. Un échange. Qui qu'on ferait? Un espèce d'échange, là, tu sais. Fait que ludique, fait qu'on a un peu s'est prêté au jeu, fait que je te laisse aller, Pierre, de ton bord. Moi, je vais commencer avec la WWE. Quel move? Qu'est-ce qui serait bon pour la WWE? Je pense que eux pourraient bénéficier d'avoir une Jordynne Grace qu'on a vue au Rumble cette année, qui a été incroyable, qui est à la TNA présentement. Je crois que la WWE pourrait vraiment, propulser Jordynne Grace dans la stratosphère de la lutte. Je pense qu'elle fitterait très très bien dans un produit comme la WWE. Et je pense que
Un Baron Corbin fit très bien à la TNA. Je pense que Baron Corbin a l'aura d'être un champion du monde de la TNA. Il a le skills du micro, puis je pense qu'il est capable de se débrouiller assez dans le ring pour sortir des bons matchs quand même à la TNA. Donc, ce serait les moves à faire pour la WWE selon moi. La All Elite, d'après moi, irait chercher ou bénéficierait d'avoir une jeune équipe comme New Catch Republic. J'ai l'impression que Pete Dunne et Tyler Bate, qui sont dans l'enveloppe WWE depuis très longtemps, serait capable d'aller chercher quelque chose de le fun, de différent, dans une autre fédération qui est très concentrée lutte. C'est deux lutteurs qui font de la lutte, donc j'ai l'impression qu'à la All Elite, on irait chercher une nouvelle couche, une nouvelle envolée dans leur carrière, et j'ai l'impression que la WWE pourrait reprendre House of Black de la façon qu'elle est là. Donc, All Elite qui envoie House of Black à la WWE, donc on reprend un peu. On change pas grand-chose, mais j'ai l'impression que l'expertise de production de la WWE pourrait bénéficier à House of Black à ce moment-là. Et la TNA pourrait drafter, irait chercher un gros nom. Le plus gros nom, j'ai l'impression, présentement, MJF. À la TNA, un MJF, là, ça battrait. J'ai l'impression qu'il pourrait battre All Elite. Pas au niveau des coûts de production, mais aller chercher quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. On bâtit la TNA autour d'un personnage comme MJF. Et moi, j'enverrais Moose à la WWE. Je serais curieux de voir comment un géant comme Moose pourrait fonctionner dans le monde des géants, qui est la WWE. Fait que ça serait un peu mes pics à moi. Si j'étais chacune des 3 plus grosses fédérations, qu'est-ce que je ferais? Ça serait à peu près ça. Parfait. Tu me laisses-tu y aller, moi, de mon côté vas-y. Parfait. Moi, de la WWE, je suis d'accord avec toi, mais ce serait aussi Jordynne Grace que j'irais chercher du bord de la TNA. Et moi, j'enverrais en échange quelqu'un qui est peut-être pas à sa juste avant qu'on a parlé dans le dernier épisode, mais Candice LeRae. Ah oui. Donc, qui pourrait peut-être un peu plus s'épanouir dans la division Knockout de la TNA. Je suis d'accord. Je pense que pourrait faire des belles choses et être légitimé, tu sais, mettons, se reconstruire ailleurs pour mieux revenir plus tard. Tellement. Ça serait peut-être une belle chose du côté de Candice LeRae. Pour la All Elite Wrestling, je vais peut-être un peu te surprendre, mais je vais y aller, moi, vraiment anti-casting de quelque chose qu'ils n'ont pas beaucoup à la All Elite. Et moi, j'irais drafter un Braun Strowman. Ah ouais. Donc, un gros big guy qui n'ont pas. Qui ont pas un peu un gros monsieur comme ça. Et je pense que les mettre à côté des lutteurs qui sont relativement un peu plus petits à l'intérieur de la All Elite Wrestling, ça ferait un gros contraste. Puis je pense qu'ils pourraient peut-être faire des belles choses. Mais t'as pas peur parce qu'il y a un Lance Archer qui a à peu près ce casting-là, qui réussissent pas. Il est un peu plus vieux. Ouais, peut-être. Il est plus vieux, Lance Archer. Puis je comprends ce que tu veux dire, mais je pense avoir le. Exactement la même aura. Puis Brown aussi, je pense qu'il est un petit peu. On l'a pas beaucoup laissé la place au micro dans les dernières années. Et je pense qu'il s'en sortirait mieux qu'à la WWE. J'accepte. Un peu moins développé. J'accepte comme si c'est moi qui décidais, mais je suis d'accord. Exact. Et du côté de la All Elite Wrestling, moi, j'enverrais. Ça serait pas un choix, mais mettons, j'aimerais voir MJF aller dans cet univers-là. Je pense que ça sortirait très bien à la WWE. Serait capable de faire des très belles choses et nous amener dans des bonnes histoires. Tellement d'accord. Et pour la TNA, eux, de leur côté, j'irais quelqu'un qui a peut-être comment dire? Ils ont besoin de quelqu'un qui est comme un peu plus en star power puis en reconnaissance. Fait que, mettons, oublions qu'il est peut-être blessé, mais un Kenny Omega pour venir un peu légitimer toute cette division-là autour de masculine. Et en échange, eux, je leur ferais envoyer à la All Elite Wrestling juste un Nick Nemeth, Dolph Ziggler. Ouais. C'est Nick Nemeth. Ouais. Juste pour le voir dans. J'ai l'impression qu'il est très fidèle à la WWE. Fait que ce serait pas un move qu'il ferait, mais on sait jamais. Je trouverais ça intéressant de répondre dans un contexte. Un cope open. Moi, je pense que voir un limite arriver, ça pourrait être très fun, un peu comme Zack Ryder l'a fait, Matt Cardona l'a fait. Ouais, Matt Cardona. L'a fait il y a quelques semaines. Ça serait très intéressant. Ça serait le fun à voir, en fait, là, de voir un Nick Nemeth ou un Dolph Ziggler
la grosse compétition à côté. Fait que mais, vois-tu? Ouais, pour TNA, j'étais MJF. Toi, t'as été Kenny Omega, qui est sûrement les deux plus gros noms qu'il y a eu Ouais. à la All Elite. Fait que, tu sais, on sent qu'il y a quelque chose là qui pourrait. TNA, là, j'ai l'impression que dans pas longtemps, on va être obligé de suivre leurs produits puis de couvrir ce qu'ils font. Parce que Simonac, c'est intéressant. Je le suis pas tout le temps. J'écoute certains highlights, mais leur produit a de l'air de plus en plus le fun. Puis ils ont de l'air à injecter de l'argent pour aller chercher des lutteurs. Là, Ouais. Ben vraiment. Puis autre sinon que Nick Nemeth, peut-être un Mike Bailey alors les wrestling. Oui. Pour être intéressant. Il fit très bien dans le style. Les matchs qui pourraient sortir. On en a déjà vu des petits bouts avec Will Ospreay et Mike Bailey. Fait que ça pourrait être le fun de voir Mike Bailey, le Québécois, sur une scène un peu plus grosse que la TNA, même s'il se débrouille très bien. Fait que merci, Phil, de ta chronique. Et vous, n'hésitez pas, en commentaire, à nous donner d'autres idées de chroniques. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça peut être aussi juste des opinions un peu Q&A. Qu'est-ce que vous pensez d'ici ou des opinions un peu plus. Fait que vous pouvez nous le dire en commentaire. Ça va un plaisir de faire ces chroniques-là pour vous. Et on va enchaîner avec la prochaine chronique qui est la Push Bury changement de gimmick. Push Bury changement de gimmick. Push Bury changement de gimmick. Et on rappelle les règles. Fait que c'est le classique. Je nomme 3 lutteurs et on doit malheureusement faire le choix déchirant de décider qui entre ces 3-là on déciderait de pusher, qui on déciderait de bury, donc d'enterrer, et qui on changerait sa gimmick pour l'amener différemment. Et cette semaine, j'ai été dans les clans, dans les espèces de groupes qui existent, et je me suis concentré à la All Elite Wrestling. Donc, j'aurais le Blackpool Combat Club, le Bullet Club Gold ou le Bang Bang Gang, selon le nom qu'on leur donne, et House of Black. Donc, qui entre ces 3 clans on push, qui on bury et qui on change de gimmick. Je laisse y aller. Ah, c'est bol. Je pousse le House of Black. Je trouve qu'il mérite mieux. Est-ce que tu les pousses en solo tous pour comme, faire un clan qui domine avec beaucoup de ceintures ou tu les pousses plus en équipe? Malakai en simple, puis Buddy et Brody en équipe. Comme clan, puis ça monte comme ça comme clan, mais Malakai en simple et les 2 autres en équipe avec Julia Hart aussi là, qui est tout le temps là. Fait qu'un push pour House of Black. Ah, mon Dieu. Je bury le Blackpool Combat Club. Je bury la faction, mais pour séparer tout le monde. OK. Fait que ça crée de la bisbille qu'on perd. Exactement. Fait que je descends le Blackpool pour séparer tout le monde, pour que tout le monde revive en simple. Donc, je défais un peu le Blackpool Combat Club, donc je le bury. Et je change le gimmick du Bullet Club Gold. Je sais pas quoi exactement. Ils sont très comédie. Quelque chose de plus sérieux, peut-être, de plus. Un peu reprendre la gimmick de ce que Blackpool fait présentement, où on est extrêmement violent, puis on a peur de personne. Essayer de légitimer un gars comme Jay White. Peut-être que ça aiderait un peu. Ouais. Fait que ça serait ça pour moi. Je push House of Black, changement de gimmick pour Bullet Club et bury Blackpool Combat Club. C'est déchirant, ça fait mal, tout le monde pourrait être dans n'importe quelle position, mais je tranche là-dessus pour moi. Pow! C'est ça. Ouais, parfait. Moi, je vais y aller avec... faut y aller un peu par élimination. Ben, je vais commencer avec qui j'enlève, qui je bury ou qui je change de gimmick. Ben, toi, clairement, c'est Bullet Club Gold que tu bury, là. Ben oui, mais je commence plus intéressant de les bury ou de leur changer la gimmick. Je pense que je pense que je vais les bury, tout de même. Okay. Je pense que c'est des 3, vous connaissez mes préférences, c'est ceux avec qui j'ai pas encore embarqué. Ouais. Fait que malheureusement, je leur enlèverais du lustre. Et contrairement à d'autres fois que j'ai fait cette chronique-là, ce serait juste pour être méchant. Fait que je les bury pour être méchant. Pour que ça n'amène à rien d'autre que juste les humilier. Ensuite, le Blackpool Combat Club, je leur ferais un changement de gimmick. J'aime quand même la gimmick qu'ils ont, mais tu sais, il faut faire un choix. Je les amènerais peut-être dans un style un peu plus près du pouvoir. Donc là, ils sont un petit peu plus, tu sais, les marginaux. Fait que d'avoir peut-être un Moxley plus corporate, un Bryan plus corporate. Quitte à, tu sais, avec comment ça se construit présentement avec les EVP, peut-être avoir un clan de gentils
qui contrôle, EVP un peu. qui est au top. Fait que son là. team Tony Khan, tu sais. Fait que Ouais. là, ça serait comme les sbires de Tony Khan et Ah, j'aime ça. peut-être une manière de faire ça comme ça. J'aime. Et je pusherais House of Black parce Ben que oui. je pense qu'on n'a pas encore été. On n'a pas laissé la chance à ce groupe-là de nous donner tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils pourraient nous donner. Entre autres, Brody King. Tu sais, moi, c'est incroyable. je trouve qu'Elma dans le ring il est bon. Puis je l'haïs pas non plus tant que ça au micro, mais il donne pas beaucoup la chance. Fait que je sais pas si c'est lui qui est gêné puis Je sais il se pas. permet pas de se mettre dans des situations comme ça. Puis même chose un peu pour Malachi Black. Donc je pense que la faction complète mériterait d'avoir un run. 100%. Est-ce que ce serait... Tu sais, cependant, je pourrais accepter que ce soit un run qui tourne pas autour des ceintures pour qu'on crée peut-être un événement spécial, un peu comme on avait avec les Undertaker, avec les Bray Wyatt, avec Matt Hardy, avec les Delete. Là. Peut-être se créer une aura propre que c'est le clan à abattre et où le clan décide qui qu'on abat et on enchaîne un peu les storylines de domination. J'aime quand même le côté quand on crache en face de quelqu'un, ça les rend méchants. Fait que, tu sais, mettons sur une storyline écrite à long terme, ça pourrait être drôle. Ben, ça pourrait être intéressant d'avoir un clan qui ne fait que grossir avec les semaines pour finir avec, tu sais, un clan de House of Black, mais avec plein de gens qui sont un peu contrôlés à cause du Black Mist. Avoir un peu de 12, marionnettes. 13, 15 personnes. C'est ça, plein de marionnettes un peu partout. Là, ouais. Exact. Puis là, créer justement un peu l'effet de OK, mais il faut battre Black pour que ces gens-là soient libérés un peu de son aura. Fait que tu sais, plus une espèce de truc gimmick là, qu'on voit un peu moins, puis surtout qu'on voit vraiment pas beaucoup à l'Harley Wrestling de côté pouvoir et tout ça. Mais peut-être le faire de ce côté-là. J'aime ça. Une belle storyline construite sur un an pour vraiment les amener en top heel. J'adore ça. Dans la compagnie. Fait que vous, qui vous auriez, surtout, c'est quoi vos idées avec les différents trucs? Fait que qui vous push, qui vous bury, qui vous change de gimmick entre le Blackpool Combat Club, le Bullet Club Gold ou le House of Black? On veut vous lire en dessous. Fait que fallait dire dans les commentaires. Prochaine chronique. Oh yeah! Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux? Cette semaine, j'ai pour vous un move, une de mes préférées, oui, une move qu'il y a déjà des gens qui sont presque morts en essayant de faire cette move-là. C'est le Shooting Star Press. Cette semaine, qui le fait mieux entre Matt Sydal ou Evan Bourne? Pac, Ricochet ou Brock Lesnar? Qui le fait plus, mais qui le faisait de façon remarquable dans le temps. En tout cas, l'a fait une fois, assurément, de manière landée sur un coup. Oui, comme personne. Exactement. Mais je le trouvais quand même impressionnant de la façon qu'il le faisait. Donc, je l'ai rajouté dans ma liste. Matt Sydal, Pac, Brock Lesnar ou Ricochet. D'après toi, qui le fait mieux? Écoute, je vais éliminer Pac. Parce que son Shooting Star Press, pour moi, il l'a tellement réinventé que je le mettrais un peu sur une autre catégorie. Ok, j'aime ça. Avec son Red Arrow, qui est dans le fond un Shooting Star Press, mais avec un corkscrew dans le milieu. Là. Fait que c'est comme next level Shooting Star Press. Fait que je vais le mettre, mettons, pour la pureté du mouvement, je vais le mettre à côté. Fait que moi, je vais y aller avec Matt Sydal, Evan Bourne, mais surtout Evan Bourne dans ses belles années à la WWE. Surtout parce que je trouvais son mouvement ultra fluide. Parce que Ricochet, mettons, quand il fait un peu en deux moments, en deux mouvements. Ouais, il se met comme un petit mini bonhomme, puis ensuite, il flippe. Le meilleur exemple alors de que ça, Matt, c'est très fluide. Il partait et il un mouvement complet, puis il atterrissait, puis il était super précis où il atterrissait. Puis de le faire en un mouvement complet, ça amène un degré de difficulté supplémentaire parce qu'il faut que ta swing à ça tout le temps. Tu peux pas l'arrêter ou la contrôler avec tes genoux, avec ta rotation. Fait que je vais y aller avec Evan Bourne. Plus Evan Bourne, parce que je préférais sa version lorsqu'il était à WWE. Ben, je vais aller pas mal de ton côté aussi. Matt Sydal, Evan Bourne, pour moi, je trouve que justement, dans ce que tu dis, je le fais très bien. J'aime toujours Ricochet, peu importe ce qu'il va faire. Si vous voulez aller voir, ça se trouve très facilement, c'est PCO qui fait son Shooting Star Press. Si vous voulez voir un mouvement qui se fait en 2 temps, PCO, c'est exactement... Il le fait même en 3 temps, tellement... Il découpe dans les airs son Shooting Star Press.
puis c'est un monsieur quand même de genre 55 ans qui se crisse du haut d'une troisième corde. Fait que c'est encore plus impressionnant, surtout qu'il est pas petit, le monsieur. Fait que, ouais, Matt Saddle pour moi, mais props à PCO, j'avais pas pensé à le mettre dans ma liste, mais props à PCO qui fait encore des Shooting Star Press à son âge. Toujours très impressionnant. Fait que, d'après vous, qui le fait mieux, le Shooting Star Press, s'il y a des noms qu'on n'a pas mis dans la liste comme PCO, qu'on a pensé juste là, on the spot, si vous avez quelqu'un qui vous vient là comme ça, de même, Speedball McBailey, qui en fait un très beau aussi, justement. On a parlé de Speedball il y a quelques minutes. Shootez vos noms comme ça si c'est quelqu'un, si vous trouvez que Brock Lesnar a le meilleur casse-coup pour faire le Shooting Star Press. Dites-nous-le aussi en commentaire. On va vous lire et on va faire comme haha! Ben oui, on n'avait pas pensé à cette personne-là. Fait que laissez-nous savoir pour vous qui le fait mieux. Et on va y aller avec le gros de la discussion de cet épisode-ci. Comme vous l'avez vu, on va faire un retour sur la semaine du 22 au 29 avril. On a inclus le lundi, vu que c'était semaine de draft à la WWE. Et on va commencer tout de suite en jasant justement de ce draft-là avant d'y aller dans les différents spectacles séparés. Ouais. Parce qu'au niveau... tout d'abord, le fait de mettre le draft à ce moment-ci de l'année, vraiment mieux. Beaucoup mieux. Vraiment plus intelligent. Beaucoup mieux. Parce que faut le nommer, le draft se passait toujours à peu près au mois d'octobre dans les autres. Depuis comme 5-6 ans, même une dizaine d'années, ça se passait au mois d'octobre. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Quel pay-per-view qu'il y a? C'est Survivor Series. Puis Survivor Series, depuis une couple d'années, c'était Raw contre SmackDown. Puis là, tu fais comme, hey, moi, je vais aller me battre pour SmackDown. Ça fait 2 semaines que t'es là. À quel point t'es fier de représenter le brand de SmackDown? Ça fait 2 semaines que t'es là parce que t'as été drafté il y a 3 minutes. Fait que oui, c'est beaucoup plus logique de faire ça là. Surtout qu'il y a comme un changement d'histoire qui se fait. Il y a un remaniement qui se fait. À WrestleMania, il y a des histoires qui se sont terminées. Il y a des histoires qui commencent, il y a des histoires qui continuent. Donc, je trouve que c'est très, très organique de faire ça là au courant de l'année. C'est le meilleur moment, en fait, de le faire. Puis dans l'année de lutte, ben, c'est le début de la nouvelle année, la nouvelle saison, la nouvelle histoire. Parce qu'on vient de terminer WrestleMania. Fait que c'est ce jeu de mettre un draft à ce moment-là plutôt que... Je comprends qu'on voulait le mettre pour essayer de mousser le début... le season premiere mais de la télé à l'automne, mais quand on regarde plus un calendrier de lutte, vous êtes sur 52 semaines, vous faites jamais de pause. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, à part là où c'est plus marqué. Là. Exact. Fait que je pense que c'est le meilleur endroit pour le mettre. Je suis très content. Puis deuxième chose qu'ils ont fait dans ce draft-là, qui faisait un petit peu dans les autres années, mais j'ai l'impression qu'on a mis un tout petit peu plus d'importance à la fébrilité puis l'excitation du NXT qui était à NXT. Ouais. Les shots de caméra avec tout le monde qui était à NXT, qui regardait un peu le spectacle live et apprenait, pas mal certains, en même temps que tout le monde. On s'entend, il devait y avoir des lutteurs qui étaient plus au courant. Mettons Carmelo Hayes qui avait un match qui suivait sa nomination. Là, mais pour les... Surtout, il y a eu quelques filles qui ont été promues là, dans la division féminine. Beau moment. Je pense vraiment, tu sais, Kiana James, là, qui a un petit peu sorti de nulle part. On s'entend, t'avais des Roxanne Perez peut-être plus établis, mais bon, tu veux pas non plus vider NXT de l'entièreté des talents. Non, mais ça, c'était un choix, puis elle était hyper surprise. Ils ont resté conséquents aussi, dans le sens où les champions restaient là. Il n'y a pas un champion qui a bougé, tout le monde reste dans la brand qu'il est, avec la ceinture qu'il a. Donc, c'est une façon claire de diviser les ceintures aussi. Donc, le World Heavyweight reste à Raw, tandis que ça reste clair. Moi, j'ai aimé beaucoup Dragunov, la réaction qu'il y a eu, on sentait que c'était pas le personnage, mais c'était vraiment la personne, l'être humain qui était content du draft, content d'être promu. Ouais, d'entendre son nom. Ouais, exactement. Puis Blair Davenport aussi, super ému, là, tu sais, t'avais tout le temps Shawn Michaels qui venait remettre un peu des casquettes. Ouais. Et là, tu t'en sentais hyper surprise là, d'avoir été nommé. Fait que ça, j'ai bien aimé cet angle-là. 100%. Sinon, évidemment, on va pas faire le tour de tout le draft. Non. Mais on va quand même vous nommer un peu ce qu'on a remarqué. Fait que, avec les sommeliers, ça veut dire de quoi être pris en première ronde versus en deuxième. Ouais. T'essaies de construire un peu des histoires, puis c'est dans le but de faire ça. Fait qu'on va vous faire un peu notre analyse des trucs. Donc, nouveauté un peu cette année, on laissait les champions dans leur propre brand où ils sont présentement. Fait que je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet d'enlever des pics qui, au final, t'avais pas le choix de les caser parce que c'est ils ont des ceintures. Fait que
Ils vont être pris haut, mais en même temps, c'est plus logique de les laisser dans leur propre brand. Puis on recule avec la grosse la grosse ceinture rouge qui avait l'air d'un jouet pour enfants, là, finalement elle est devenue bleue, puis comme comme fait on a comme pas de sens un peu. La ceinture appartient à ce brand-là, bon, on la laisse là, puis je trouve ça très très correct, ça fait bien du sens. Le premier pick de la première nuit, ça a été. J'étais bien content que ce soit Bianca Belair. Bianca Belair. Qui a été draftée à Raw, le premier pick de la première nuit. En fait, draftée à SmackDown. À SmackDown, excuse-moi, c'était à Raw, mais elle a ouais. été draftée à SmackDown, excuse-moi. Je trouve ça le fun, c'est comme un saut d'approbation de faire comme, boum, oui, on te fait confiance, ça veut dire quelque chose. Par contre, c'est toi qui l'as nommé avant qu'on parte l'enregistrement, on en jasait un peu avant de peser supplé. Toi, t'aurais aimé ça qu'ils soient draftés, elle et Jade Cargill, un peu en équipe ensemble, puisqu'ils sont en équipe présentement. Ben exact. T'sais, ils s'en allent à la ceinture en équipe à Backlash France ce samedi. Et là, toutes les équipes sont un peu pris ensemble. Fait qu'ils, quand ils sont draftés, ils sont. Même le Bloodline ou même des clans vont être. La LW, tout ça, on y reviendra, mais ont été draftés tous ensemble. Et là, t'avais la chance d'avoir deux très excellentes lutteuses. Surtout que Jade Cargill. Elle a été draftée à SmackDown, en plus. Ben oui, elle a été draftée à SmackDown. Premier pick de la deuxième nuit, donc à Raw. Donc, c'est un peu... je sais pas comment dire. Si tu regardes juste le kayfabe, t'es comme... C'est pas un bon move de SmackDown. Vous auriez pu les drafter les deux avec un seul pick. Ouais. Mais ça nous laisse aussi un peu l'idée que peut-être que les chemins sont un peu plus voués à être séparés, à être solo. Est-ce que ça nous donne des indices sur ils vont-ils le gagner, vont-ils le perdre, y aura-tu une petite... ils vont peut-être être fâchés une contre l'autre, quelque chose va se passer, on sait pas. Mais ce qui est le fun, c'est que présentement, oui, est-ce que ça donne peut-être un indice, un clin d'œil, ou ça brouille les cartes. Il y a ça qui est le fun présentement à WWE, c'est qu'il n'y a plus rien qui veut rien dire, dans le sens où c'est plus écrit dans le ciel comme dans le temps avec Vince, où on savait que Vince bouquait de telle façon parce qu'il prenait telle décision, tandis que avec Triple H, on ne sait pas, est-ce qu'il fait ça pour justement brouiller les cartes, ou il fait ça parce qu'il y a une idée claire vers où il s'en va. Fait que il y a rien qui... faut rien prendre pour acquis dans la lutte, et la WWE, c'est ça depuis quelques semaines, puis j'adore ça. Ouais. Ensuite, on a eu la première nuit, on avait Jey Uso qui a été pris. Donc, le premier membre du côté de Raw. Un choix peut-être un peu surprenant quand tu regardes les autres lutteurs qui restaient sur la table. Est-ce que ça nous laisse présager peut-être un push de Jey dans les prochaines semaines? On sait qu'il y a un match contre Damian Priest. Moi, j'ai callé qu'il allait peut-être la gagner. Mais là, le mettre aussi haut dans le draft, ça montre l'idée qu'on a de lui présentement. Il y a quand même on le voit haut. Donc, à voir si ça nous donne des indices pour la suite. Ensuite, j'ai un peu été surpris. Le deuxième pick, en fait, SmackDown a été le premier appelé de NXT. Et c'est Carmelo Hayes qui a fait une petite présence, mettons, aux alentours du Royal Rumble. Mais que là, on a officialisé dans le roster principal. Donc, Carmelo Hayes qui est le choix avant Dragunov, avant aussi Braun Breaker, avant d'autres gros noms qui auraient pu qui arrivent de NXT, qui auraient peut-être pu, mais je pense que c'est les deux plus principaux. Braun Breaker était déjà à Raw, fait que... Ouais, ok, je comprends. Mais il a quand même été pris avant. Oui. Fait que tu sais, dans ta tête, même si il est quand même dans le mode, ok, je le vois au-dessus de Braun Breaker quand tu regardes le kayfabe. Fait que, bref, je pense qu'on voit de très grandes choses à l'intérieur de Carmelo Hayes. On lui a également donné le main event sans ceinture de NXT Stand and Deliver, qui était le NXT du WrestleMania Weekend. Fait que je pense qu'on l'a en très haute estime. J'ai un peu un sentiment à la Jay White avec Carmelo Hayes. J'aime les choses qu'il nous présente, qu'il nous fait, mais je suis pas encore embarqué dans le train. Fait que là, il va falloir qu'il me prouve. Il va falloir qu'il nous prouve qu'il mérite ce statut-là, parce que qui a été pris par la suite? Il y a Seth Rollins a été pris, fait qu'il a été même piqué avant un Seth Rollins. Fait que, il y avait comme deux pics de chaque côté. Fait que dans le même bloc, t'avais Carmelo Hayes a été pris avant Seth Rollins. C'était ça le graphique. Donc, on le met en haute estime. On le met vraiment en haute estime, ce jeune homme. Donc, à voir, ça va ressembler à quoi? Son push pour les prochains mois. Mais après moi, on le voit haut. Je pense que oui.
pense que oui. Sinon, il y a le Bloodline que les gens voyaient très très haut. Finalement, il était en ronde 3. Troisième pick de la ronde 3 de la première nuit, donc à Raw de la semaine passée. Puis le Bloodline qui a été drafté, c'est seulement Solo, Tama Tonga et Paul Heyman. Il n'y a pas de trace de Roman Reigns. Donc, qu'est-ce que ça... Il est parti faire de dos. Il est parti faire de dos, il est fatigué. Il a eu 2 matchs en 2 nuits. Il faut qu'il se repose, le Potilou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique maintenant pour le futur du Bloodline? On les voit moins haut. Est-ce que c'est une façon pour Triple H ou pour le DG de SmackDown de faire comme hey, calmez-vous, c'est plus vous qui renez. C'est un message qu'on leur envoie de façon qui est fait. On sait pas ce que ça veut dire. J'imagine qu'on va avoir des réponses demain, vendredi, pendant SmackDown. À savoir, parce qu'on n'a pas encore entendu Paul Heyman japper. Il va sûrement venir japper dans la face de Nick Aldis. Fait que ça reste à voir. Mais Nick Aldis a quand même fait, même s'il avait averti Paul Heyman qu'il allait avoir des conséquences. Seulement, les conséquences ont été d'être pris un peu plus tard. Mais il les a gardés quand même dans son... Il les a gardés, dans son côté de SmackDown. Mais il y a un beau segment, j'adorais. Il était très content de se débarrasser de Chelsea Greens et de Piper Niven. Il a dit en fait, Adam Pearce était content. Oui, plutôt, il était content de se débarrasser de Chelsea Green. Puis il disait à Nick Aldis, bonne chance avec eux autres. C'est ton problème, c'est ton problème, Chelsea Green. Ça m'a fait beaucoup rire quand même. Sinon, dans... les autres highlights, moi j'ai LW qu'on a un peu mentionné tantôt, mais moi, l'affaire que j'ai pas aimé de LW, il y a eu une trahison le vendredi, et le lundi qui suivait, il y a eu un pic de LW, et Carlito faisait partie. Et là, ça c'est un peu bizarre, parce que dans le même Raw, il y a eu la trahison de Imperium, donc Gunther a comme un peu laissé aller Giovanni Vinci, et eux, quand ils ont été drafté le vendredi. Eux, c'était juste Gunther et Ludwig. Il n'y en avait pas de Vinci. Donc, puis Vinci lui a été drafté à SmackDown. Ouais. Après. Mais après pas à l'écran, mais bien sur les réseaux sociaux, il a été drafté. Décidez-vous. Les gens qui sont pas dans les factions, qui ont trahi. C'est quoi? Il a pas signé son release de la faction? Moi, je pense qu'il y avait de la paperasse. Fallait. D'après moi, Rey Mysterio, on le sait. On l'a vu avec son enfant, Dirty Dom, pas la personne qui était mieux élevée au monde. C'est vrai. Puis l'impression que la paperasse, Ray, il aime pas ça. Fait que là, il a oublié d'aller signer en arrière le fait que Carlito ne faisait plus partie de l'LW. C'est la seule raison que j'ai d'expliquer ça. J'espère qu'on va au moins en jaser peut-être dans la construction de l'histoire. J'espère. Pourquoi Carlito est resté, parce que faut se souvenir, Carlito n'a pas attaqué Rey Mysterio. Carlito a attaqué Dragon Lee. Fait que peut-être que Carlito... il l'aime, Rey Mysterio, puis en tout cas, c'est juste personnel envers Dragon. Tu sais, c'est ça. On sait pas comment ça se développe, comment ça s'en va. Puis en plus, ils ont séparé là, les gados del Fantasma puis la NWO. Il y en a un qui est rendu à SmackDown, l'autre est rendu à Raw. Fait que il y a même plus... Cette feud-là, elle est finie. Elle existe plus. Elle est terminée. Sinon, l'autre pendant qui existe encore, c'est CM Punk et Drew McIntyre. Beau segway, c'est là je m'en allais. Oui, puis Drew qui était un peu en tabarnak parce qu'il a été choisi après CM Punk. Il était pas content, là. Puis c'est le fun parce que cette feud-là continue leur dynamique. Je trouve ça vraiment intéressant, leur dynamique. Fait que dans le draft, il y a une histoire qui est racontée. Ça, c'est conséquent. C'est le fun un peu. Drew, je pensais que... Parce que Drew je pensais qu'elle allait mis plus haut, qu'on le voyait plus haut, mais vois-tu, dans l'histoire qui est racontée, dans le genre d'amertume que Drew a présentement, ça fait super, super bien. Fait que d'un côté, kayfabe, dans le draft, ça fait très de l'allure qu'il soit... C'est-tu Nick Aldis qui était un peu tourné le couteau dans la plaie, là, un peu en coulisses, en allant dire... parce qu'il est un peu chialé, comment ça, j'ai pas été pris avant, puis il fait « Oh, mais t'as-tu la ceinture? » Il disait hey, j'ai gagné la ceinture, mais es-tu là ta ceinture? Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment on le pique un petit peu. Fait que j'ai l'impression que ça va être Drew contre le système. Et un peu bizarre que Punk va défendre le système. Non, mais j'aime ça, ça fait différent. Puis en tout cas, mais j'aime ce qu'on fait. Là, il y a peut-être une petite blessure aussi là, au coude, fait que ça va permettre aux deux de revenir aussi un peu en même temps. Puis d'être vraiment présent. Il y a eu quand même quelques incongruités des choix que j'ai comme pas compris. New Cat Republic, mes préférés, qui ont été pris, draftés, mais après, qui n'ont pas été annoncés parce qu'il y a eu des drafts, il y a eu des choix qui ont été faits
après Sur les réseaux sociaux. enregistrements. Ça arrive tout le temps. Mais le New Catch Republic qui était sur une belle lancée depuis quelques semaines, puis là, Ouais. rien. On leur fait pas confiance, on les met pas de l'avant du tout. Puis c'est correct aussi. On les met surtout en arrière de beaucoup d'autres équipes, entre Ouais. autres Final Testament, Ouais. entre autres, bon, Hyperion c'est correct, mais Alpha Academy, Ouais. qui également, elle a été nommée à l'intérieur des segments DIY. Mhm. Donc, est-ce que c'est une petite rétrogradation de leur côté? Est-ce que c'est pas. pour mieux les remonter après? Ben, c'est ça. Peut-être qu'on Je sais. recule pour mieux avancer après. Un pas en arrière, deux pas en Ouais, avant. même The Pride a été pris quand même Ouais. haut, là, tu sais, deuxième ronde, deuxième pick. C'était beaucoup plus haut que New Catch Republic, que moi je me serais attendu à ce qu'il soit nommé au moins à la télévision. Fait que petite surprise de ce côté-là. Également, Shayna Baszler, même chose, elle n'a pas été nommée à l'intérieur, elle a été nommée sur les réseaux sociaux. Fait que petite surprise de voir là. Les deux vont être du côté de Raw, New Catch Republic et Shayna Baszler. D'ailleurs, dans les picks de Raw, surtout lors de l'épisode de Raw, tu sentais qu'il prenait. Tu sentais que le show était plus 3 heures parce que tous les gros clans, on les a rapatriés. Fait que, du Alpha Academy, Let's Go, avec qui on peut faire du du temps, Judgment avec qui on peut Day, étirer du cette 3 Imperium, heures-là, du Damage Control, Let's go. Il nous faut des joueurs, des joueuses là, pour Faut du venir monde. dans notre brand puis remplir 3 heures de show. Et finalement, dernier petit point qu'on voulait mettre de l'avant, c'est Baron Corbin qui a été pris, mais lui également sur les réseaux sociaux, qui s'en va du côté de SmackDown. Baron Et Corbin un peu surpris parce que c'était comme un peu pour le ramener plus haut, de descendre à NXT. Puis il s'est quand même construit une aura avec, entre autres, Braun Breaker. Ouais, c'est ça. Et là, ne pas le remettre comme un peu on a fait avec Braun Strowman. Braun Strowman est revenu par la grande porte quand il a eu son pic. On n'a pas fait la même chose avec Baron Corbin. On l'a laissé sur les médias sociaux. Fait que ça veut-tu dire que on le voit plus dans un rôle de low card comme quand il était parti, qu'on le ramène pas nécessairement haut? Je sais pas. Puis t'es là, Braun Breaker puis Baron Corbin qui se retrouvent pas sur le même brand. Fait que t'es leur équipe qui avait NXT. Ben, c'est pas une histoire qui va continuer sur la télévision, sur les grosses brands. Fait que je comprends pas, moi non plus, cette move-là. Oui, je sais que Baron Corbin, c'est pas le préféré de grand monde, mais il a toujours été mis dans des positions où on lui fait confiance. Ça reste à voir. Sinon, vite comme ça, Tegan Knox, Apollo Crews, qui ont été draftés hors d'onde à SmackDown. Et il y a eu quelques drafts, en fait, du monde qui n'ont pas été draftés. Donc, Dexter Lumis, Nikki Cross et Omos et MVP. Ils sont pas blessés, mais sont pas draftés. Mais Nikki, ben, on sait pas. Nikki, on sait pas trop, peut-être bébé, on sait pas trop. Et comme ça fait quelques mois qu'elle est juste backstage, elle fait pas vraiment de match. De temps en temps, c'est ça. Puis Dexter Lumis, pas trop d'idées. Omos MVP, effectivement un peu surprenant, surtout que d'habitude on aime les vendre fort. Ouais. Fait que à voir si on leur prépare d'autres choses ou peu importe, mais c'est les seuls qui étaient pas blessés qui n'ont pas été draftés. Tous les autres qui n'ont pas été draftés avec des Charlotte Flair, des Rhea Ripley, etc., eux ne sont pas draftés parce que les blessés ne faisaient pas partie. Et ça rouvre la porte aussi à venir égaliser les brands en termes de star power. Lorsque les blessures seront terminées, on va pouvoir les ramener soit à l'un, soit à l'autre où on a le plus besoin selon les futures blessures qui vont arriver. Fait que peut-être pas une mauvaise idée de ne pas drafter les blessés parce que les plans peuvent changer vite. En même temps, je pense que c'est Elisabeth dans un commentaire qui disait Seth Rollins a été drafté et quelqu'un d'autre là, qui a été drafté. Jimmy Uso n'a pas été drafté parce qu'il est blessé, mais Seth Rollins a été drafté. Fait que ils sont pas conséquents non plus dans ce qu'ils ont dit. À la limite, Seth Rollins draft-les pas, le laissait de côté, puis fallait retourner dans un des brands un moment donné, puis voilà une surprise, voilà un pop. Là, en même temps, on sait très bien que ça veut nous dire brand que Becky, mais rendu là. Ouais. Mais ça veut-tu nous dire que c'est peut-être pas si sérieux que ça? Peut-être. Ça sera peut-être pas un aussi gros congé que ça qu'il va avoir. C'est ce que ça laisse présager, mais après, on va voir comment ça va se développer. Fait que ça ressemble à ça, vous, pour notre analyse un peu plus là, de sommelier, qui a été mis où et pourquoi. Dites-nous si jamais vous avez vous avez vu d'autres choses ou ça vous tente de nous partager, mettez-les dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Si vous avez, comme Pierre-Paul Heyman, des prédictions en fonction des futures histoires, futures rivalités. Parce que au total, on a 16 personnes qui ont changé de brand. Et il y a 7 personnes de NXT qui ont monté officiellement. Donc, quand même
Ça amène de la nouveauté. Ça C'est amène le fun. du sang neuf. Oui, ça va être Une là, ça va être le possibilité fun. de changer les rivalités. Peut-être. Il y a pas des fois, il y a ça dans les drafts, des heel turns, des face turns clairs. Mhm. On l'a eu avec Imperium, mais tu sais, je pense pas qu'on a. Je pense pas que c'est un face turn de Vinci. Je pense Je juste pense pas. on a enlevé le bois mort, puis avoir. L'habitude, ce qui suit, c'est ce moment de l'année-là, c'est des releases. Fait que, Ouais. on va Oui, voir c'est vrai, si c'est ça ça, laisse que- présager qui- aussi des gens qui vont nous quitter officiellement. Qui sait? Peut-être Cédric Alexander parce Ouais. qu'il vient de. Donc, Cédric Alexander, peut-être qu'il peut-être va se faire releaser parce qu'il vient de manger une volée contre Braun Breaker. Qui sait? non. Fait que. Ça ressemble à ça. Fait qu'on va faire une mission de retour sur la semaine. Oh yeah! Donc, petite dégustation de la semaine. Et on va commencer ça avec le Raw du 22 avril. Fait que ce n'était pas le draft, celui-là. C'était plutôt le Raw qui laissait, qui allait nous décider qui allait être la nouvelle personne championne féminine. Parce que Rhea a laissé sa ceinture. Oui. Et on rouvre le Raw un peu comme on rouvre maintenant. Les Raw avec Pat McAfee et Michael Cole. Ils sont dans le ring, qui directement, parlent, qui ouais. nous jasent. Ils sont là, ils ont l'air d'avoir du fun, tu sais, leur chimie et le fun, les deux ont clairement du fun ensemble, fait que c'est le fun de les voir, puis ça, ils ont annoncé le match qui allait fermer cette soirée-là, donc un Raw qui réussit à boucler la boucle, là. On annonce au début ce qui va se passer à la fin, fait que si vous voulez le voir, restez avec nous. Moi j'aime bien vraiment vraiment ça, une belle promo. Ensuite, dans les promos, il y a eu Sheamus et Drew. Sheamus qui avait callé sur les réseaux sociaux qu'il était revenu un peu plus tôt qu'il était supposé. Fait qu'il était pas aussi in-ring shape qu'il aurait aimé l'être. Et Drew qui l'a callé. Il était banger après banger après banger. Mais Drew qui est comme, tu veux dire peut-être plus burger après burger après burger. Ça m'a fait quand même rire cette ligne-là. C'est vrai. Puis, C'est une bonne ligne. ça paraît que Drew et Sheamus, c'est des amis parce qu'ils se sont envoyés chier de façon grandiose. Puis, c'est une belle promo que j'ai Oui. aimée. Fait que, où ça s'en va, ces deux-là? Tu sais, c'est comme le genre d'histoire Mais qui raconte en parallèle pendant que Drew et CM Punk Oui. font quelque chose là. Fait que Mais là, c'est ça, j'ai l'impression peut-être que la blessure peut être arrivée dans le reste de la semaine parce que peut-être qu'on s'alignait vers un Sheamus Drew, mais Ouais. finalement, la petite blessure au coude va retarder ça. Mais j'ai l'impression que c'était ça, c'était comme le truc de transition en attendant le retour de CM Punk. Finalement, Vu que peut-être une lui est blessure, blessé, mais- ben, ils vont se continuer au micro à place de. Ouais, ouais. Exact. Puis tu sais, après le call du burger après burger, qui était très bon, j'ai bien aimé. Sheamus qui répond, oui, mais moi je peux perdre le poids, mais toi tu peux pas perdre ta stupidité. Fait que, hein, il dit dans sa face. Ah, ouais. Et Drew encore qui joue un peu sur la ligne de son personnage. Donc, tu sais, on se souvient, il était comme un peu un clan ou une équipe pendant une certaine période. Et qui sont comme, ah non, mais je suis ton ami. Tu sais, on est deux personnes qui viennent du même coin de l'Europe. Mhm. Donc, tu sais, je suis pas méchant avec toi. Je suis plus comme ton ami. Puis je te dis les choses comme ils sont. Puis c'est pour ça que je tiens à toi. Puis Sheamus de son côté qui est comme. Qui souligne encore le fait qu'il est très amer, Drew, en son Ah, ex. ouais. Ça devrait pas être bon pour lui. Fait que mini construction, on va voir si ça va aller de l'avant avec la blessure, mais sinon, ça aurait été quand même des matchs que j'aurais appréciés. J'aurais aimé voir aussi qui on aurait sorti des deux gagnants de cette petite rivalité-là si on la met de côté pour quelques mois, quelques semaines. Ça va revenir. Ensuite, on a aussi eu une excellente, une promo de Gable avec Alpha Academy qui là vient vraiment asseoir son leadership de méchant. Ouais. Et là, en tout cas, je suis un peu surpris de la réaction de la foule, mais ça a donné beaucoup de sympathie autour de Maxine Dupree. Oui. Parce que là, on s'entend. La le crowd qui reste avait d'Alpha tourné contre Academy, Maxine dans les dernières semaines. Là. Ben vraiment, puis là, tranquillement, pas vite, on la ramène gentille, puis je pense que elle lui tout un peu un jeu d'actrice qui peut bien fonctionner, Ouais. de faire pitié un peu, là. Donc, on va le voir plus tard dans ce rôle-là, mais elle a quand même été over, ce qui est quand même un bon exploit, parce qu'elle partait de loin, là, Maxine, niveau in-ring, donc Oui. elle a commencé à être over auprès du public, c'est quand même le fun. Gable qui, évidemment, insulte tout son clan, en le traitant un peu de low card, sans Ouais. dire ce mot-là. Il est pas fier. Et lorsqu'il est arrivé un peu autour de Otis, on sentait la foule qui est un peu retournée également avec son amour d'Otis qu'on a eu Mhm. à un moment où tu sais, il a quand même gagné le Money in the Bank. là, Quand même, Otis, quand on même. veut pas. Quand même. Ça n'a jamais débouché parce qu'il l'a perdu malheureusement avant de cacher, mais j'ai l'impression qu'on peut-être ramène ce personnage-là
Je pense que c'est leur bon personnage, faire pitié un peu. Je pense que oui. Pour le moment, là, jusqu'à temps que ça se développe. Autant pour ça aille Maxime que ailleurs, Otis, ouais. là. Fait que j'ai hâte de voir si éventuellement, soit des gens du clan vont vraiment rejoindre Gable à 100% du côté méchant, Mhm. ou si au contraire, on va s'en servir pour tout se retourner contre lui et afin de s'élever ou afin d'élever Gable plus loin. Mhm. Fait que, mais belle promo de Gable en tant que méchant. Lui qui était beaucoup dans des personnages comédies, là, Oui, mettre un personnage plus sérieux. plus cérébral, j'aime bien Oui. ça. Puis il montre qu'il est capable de bien le faire au micro, fait que je trouve ça le fun. Puis il y a eu deux, un autre turn qui a été très clair, qui a été fait, que j'ai bien aimé. Donc c'est Ludwig Kaiser qui a tourné contre son chum Giovanni Vinci. J'ai aimé le turn, c'est très 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 violent, c'était assez clair. Oui. On l'a vu venir un peu, c'était un peu... il a un peu télégraphié, je trouve, là, avant. Là, il donnait beaucoup d'amour, puis viens-t'en, on va sortir du ring. Mais on l'attendait, justement. Là, ça a comme donné un petit genre de petit, oh, ok, il va le faire, c'est là qu'il le fait, puis il a tourné. Puis je pense que la raison est claire, c'est lui qui était à la base des pins des derniers matchs qu'ils ont perdus. Puis est-ce que c'est un call de Gunther? C'est-tu lui qui a callé la shot? Sûrement. Ça semblait être ça avec le petit mini promo après backstage où tu vois Ludwig qui revient et qui comme j'ai un peu exécuté le plan qu'on s'était dit. Malheureusement peut-être pour l'athlète, j'ai hâte de voir. Peut-être que je me trompe, mais dans le passé, ce genre de turn amenait à des licenciements, des congédiements. C'était comme une manière d'avoir un dernier petit hit. Évidemment, c'était professionnel, fait que c'est plate, mais ça fait partie de la job. Est-ce qu'on va revoir Giovanni Vinci? Est-ce qu'on va le ramener dans un autre package? Il a été drafté à SmackDown? On sait pas. Il était drafté, mais il était très beige. Oui. On s'entend, là, c'est pas comme... Kaiser a quelque chose de plus, là. C'est ça. C'est pas comme si ça avait été l'inverse, mettons. Ouais, c'est ça. Et là, on aurait peut-être pu faire ah ouais, Ludwig a peut-être un peu plus d'avenir. Là. On s'est débarrassé plus du bois mort. Fait qu'à voir. Mais j'ai aimé ce que ça allait donner en termes d'intensité de Ludwig. Donc, bien aimé ça. Sinon, au niveau des matchs qu'on a eu, on a eu d'abord DIY contre Awesome Truth. Ouais, j'ai vraiment. Ça? Je pense que c'est un de mes matchs de la semaine quand même. Le gros, c'est pas si long que ça, mais ça a quand même été un bon rythme. R-Truth qui suit, là. Il avait l'air d'être blessé vers la fin ou d'être un peu assommé, à être sonné. Mais de DIY qui réussit tout le temps à bien porter le match, puis le rythme était le fun, l'histoire qui a été racontée était le fun. Ciampa à la fin qui fait comme ouais, non, ça me tente plus d'être ici, puis je m'en vais, je sors pas à meilleure personne. Fait que le début de quelque chose, une histoire qui est racontée de Ciampa qui va peut-être tourner, qui s'en vient un peu plus dark, qui s'en vient un peu plus amer. Faut se souvenir que Miz et Tommaso Ciampa étaient en équipe il y a quelques années quand même. Fait qu'il y a une histoire là qui est le fun aussi à raconter. Donc j'ai bien aimé le match comme tel et la petite histoire qu'il racontait après. Ça s'en va parce que DIY a été drafté ensemble, même s'il y a une petite cassure qui s'est faite à ce moment-là. Ça reste à voir là. Les gars qui ont un historique de trahison un de l'autre. Que ça reste, un peu à la Sami Zayn et Kevin Owens. Exactement. Ça reste à voir comment ça va être, comment ils vont capitaliser là-dessus. Ça reste à voir. Fait que c'est ça. Puis, avant le main event qui était la bataille royale pour la ceinture féminine, il y a eu un petit moment, c'était très bref. Ça a duré 3-4 secondes à l'écran, mais c'était à la fin de une promo backstage de Dominique où on annonçait un peu qu'il était blessé et tout ça. Et cette altercation avec, je pense que c'était le directeur général. Et là, lorsqu'il s'en vient pour s'en aller, un petit face-à-face avec Liv Morgan. Oh! Et là, on va se remettre un peu dans le contexte. Liv Morgan, qui est dans son Revenge Tour, qui a blessé Rhea Ripley, qui est faible. Rhea et Dom sont un peu un couple, là, normalement, à l'heure du Judgment Day. Fait que cette petite installation, qui était très bref, ça a juste été un regard, ensuite on est tombé à la pause. On l'a pas ramené nulle part, mais j'ai l'impression qu'on vient de semer peut-être une graine qui viendra éclore lors du retour de Rhea Ripley. Est-ce que Liv va utiliser le petit ami de Rhea pour vraiment, pitcher Dom dans les stratosphères, même s'il l'est pas déjà peut-être, du Heat, qui recevrait tu sais, une petite marde qui trompe
Rhea pendant que Rhea est blessée, et Rhea l'a amené très babyface face à ça. Ouais. Et ça construirait bien l'histoire entre Liv et Rhea au ça retour. serait bon. À noter, ça a comme été une graine que j'ai aimée. Ben, pendant, puis je l'ai pas vu live, j'ai vu par après sur les réseaux sociaux, pendant la promo, je crois, de Jey Uso, là, qui était en entrevue backstage, à l'arrière, parce qu'à la lutte, il se passe jamais rien pour rien, il faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe en arrière, des promos, des gens. Ben, on voit Liv... Vous avez les sommeliers. Ouais, on voit Liv qui sort d'une loge, j'imagine, puis qui marche dans le corridor. Et quelques instants après, on voit Dom qui sort de cette même loge-là, ou de ce même couloir-là. Comme, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui c'est subtil, mais il y a quelque chose là qui se place pour quand Rhea va revenir, justement, comme tu le disais. Fait que j'aime bien ça, j'aime où ça s'en va. Mais c'est ça, cette histoire-là, si c'est ce qu'on nous vend, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je pense que ça permettrait aux 3 personnages de belle évolution s'élever. Organique, là. Exactement, puis je trouve que ça fitterait aussi dans le personnage de Dominic Mysterio, qu'il soit un petit player, puis c'est ça, qui voit 2 filles en même temps. Mais là, ça nous amène justement au match de la bataille royale pour la ceinture féminine rendue vacante. Une des premières fois, ils l'ont répété beaucoup durant ce match-là, qu'on avait une bataille royale pour décider de qui allait devenir championne ou champion dans les dernières années. Je pense que la dernière fois, c'était Great Khali qui avait gagné un genre de match comme ça. Dans le temps que tout le monde s'était blessé en même temps. Là. Ouais. C'était pas un bel été là, pour la WWE. Et on avait été forcé de mettre Great Khali champion. Cependant, cette fois-ci, bien l'intro de la bataille, j'ai bien aimé ça. Comment on a un peu amené tout le monde. Il y a comme une bataille qui est partie en coulisses. Et là, t'avais la journaliste qui savait pas trop. C'est pas une lutteuse, fait qu'elle est comme, ben là, je vais pas aller interviewer du monde. Et là, t'as Becky qui arrive, qui prend le micro, qui dit, gars, moi, je vais la faire. La job, et qui commence un peu à, comme un classique qu'on voit ces dernières semaines, faire une entrevue face à la caméra et qui se met à expliquer un peu ce qui se passe, qui est en coulisses, que la tension est forte, passe à côté de Maxine Dupree, il fait une petite entrevue. Maxine, d'ailleurs, il permet d'être over. 2 éliminations! 2 éliminations pour Maxine! Oui. 2 éliminations. 2 pour construire l'histoire. Une sur Candice LeRae, entre autres. Ouais. Fait que, en fait, cette intro-là du Battle Royale, j'ai bien aimé ça, comment ça a été amené. C'est ce qui est bon en ce moment, la WWE. Il réinvente un peu la réalisation. Oui, c'est bon. Et c'est pas... C'est ça. C'est plus juste... OK, ouais, c'est l'entrée. Mais on peut skipper 4 minutes. Non. On va l'écouter. Il se passe de quoi? L'histoire se développe à ce moment-là. Et... vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples de ça dans les deux, dans toutes le SmackDown puis l'autre Raw. On construit le spectacle comme étant organique. Que quand il se passe de quoi sur le ring, ben il continue de se passer de quoi en backstage, en coulisses. Les personnages continuent de vivre. Puis c'est pas juste des OK, là ça c'est le 20 minutes où il y a Becky. Après ça c'est le 20 minutes. Non. Tout le monde continue de vivre un peu et regarde le spectacle et analyse son propre spectacle. Fait que j'aime la direction que ça prend au niveau de l'écriture. C'est écrit vraiment comme un soap américain où même si la caméra est sur un point précis, tout ce qui est hors cam continue à vivre, continue à évoluer, comparé à Puis continue à évoluer aussi quand il y a des matchs qu'on regarde dans le ring, mais il y a des choses qui continuent de se passer, même si on les voit pas à la caméra. Comparé à se développer dans le prochain segment. Souvent, un film qui est 1h30, 1h45, ça n'a pas le choix de... Quand on voit quelque chose, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas rien d'autre qui... Un peu moins dernièrement, là, mettez si on recule une couple d'années là, avec tout ce qui est les plateformes de streaming. Là, bref, c'est une autre discussion. Là, c'est moi qui rentre dans d'autres affaires de geek. Là, mais on recule de quelques années, un film, ce qu'on voyait à la caméra, c'est ce qui se passait. C'est ce qu'il y avait. Fait que s'il y a quelque chose qu'on voyait pas à la caméra, ça voulait pas dire... Dans un film, dans un univers, si on voit pas le corps de quelqu'un qui meurt, ça veut dire qu'il est pas mort. Donc c'est un peu la même chose qui est racontée là, mais à l'inverse en fait, c'est que tout se passe tout le temps. Comme dans la vie, quand moi je suis chez nous, puis je suis pas en avant de la caméra, Maxime continue à vivre. Là. Il est pas... Maxime, il fait ses affaires. Là. C'est pas... Il vient pas juste vivant pendant qu'on paye play. Puis là qu'on enregistre. On a toutes nos vies en parallèle. Fait que oui, j'aime... Oui, c'est le fun. J'aime beaucoup ça. Puis ça rappelle un peu à... Je pense que c'est Pierre-Luc Racine qui le disait quand il est venu sur le podcast, que ça fait beaucoup penser... La Attitude Era était comme ça. Tout se passait tout le temps. Fait que c'est un beau clin d'œil. Ouais, puis c'était... Exact. Puis les histoires s'entrechoquent entre mid-card, low-card, tout ça. Fait que c'est ce qu'on voit un peu, avec Liv, avec Dom, tu sais. On mixe les trucs, puis ça fait
un meilleur produit au final. Là, on se rend Dans le match on en tant que tel, dans le match, Nia Jax, un beau spot que j'ai aimé, Nia Jax qui a choke slam Piper Niven sur la table à l'extérieur. Pendant la table ne casse pas. Fait que là, elle est comme parfait, je vais la reprendre. Elle la reprend sur ses bras, elle se pitch sa table. Et t'avais Becky pendant tout ce temps-là qui est juste morte sur la table et qui reçoit 2 fois Piper Niven. Fait une en Samoan Drop, l'autre en chokeslam. Gros spot que j'ai bien aimé aussi, qui nous amenait à une pause aussi. C'était la table a survécu à ces deux trucs-là. La table a pas été draftée, mais elle est vendue forte. Elle a été vendue forte, oh oui. Et puis là, c'est ça, pendant ce segment-là, pendant que ça se passait, avec comme tous les arbitres, tu sais, parce que dans un Battle Royale, tu regardes qui touche à terre ses pieds pour les éliminer. Fait que là, tous les arbitres regardaient ce qui se passait. Ce qui se passait. Et là, pendant qu'ils regardaient ce qui se passait avec Nia Jax, Piper Niven puis Becky Lynch, ben, ils n'ont pas remarqué que sur le ring, Chelsea Green s'est fait éliminer. Mais là, elle touche à terre, elle voit qu'il n'y a pas d'arbitre qui la regarde, elle retourne sur le ring, puis elle fait ouf, avant que je me suis échappé belle, puis là, c'était Natalia qui l'avait éliminé. Bon, ça construit un petit peu probablement ce qui va se passer dans les prochaines années. Peut-être ça va venir de se passer à NXT parce que les deux se croisent là présentement. Mais c'est encore un spot drôle, un spot original de Chelsea Green. Malheureusement, tu sais, ça n'a pas été. Elle n'a pas fini, mettons, dans le top 3, mais parce qu'au retour de la pause, elle a tout été éliminée. Mais ça a quand même permis de rester attentif pour le public. De il se passe de quoi? Ouais. J'ai pas besoin de juste aller à la fin du match puis regarder qui a gagné. Le match en tant que tel est intéressant. Fait que, et ça l'a terminé finalement avec Becky qui remporte sa ceinture. La ceinture. On s'entend, un changement de plan de blessure classique. On a décidé d'y aller avec une valeur sûre avec Becky. Peut-être, en tout cas, c'est peut-être mon impression. L'impression va peut-être être un truc de transition pour justifier qu'une autre lutteuse soit vendue forte plutôt que le donner à une lutteuse un peu moins établie ou moins qui a un aura un peu moins fort puis qui rentre comme championne un peu affaiblie. Là, si tu rentres en championne et que tu bats Becky, ben, ça t'élève un peu plus. Tu as l'air plus forte que si tu fais juste gagner dans le Battle Royale d'un titre vacant. Becky, d'après moi, qui est une championne transitoire, mais une bonne championne transitoire. C'est justement, comme tu viens de dire, peu importe qui va battre Becky, s'élève à un autre niveau. Puis là, ben, elle devient comme égal à Rhea quand elle va revenir pour sa ceinture. Ça fait le tour de ce Raw du 22 avril. Et dites-nous, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce Raw-là, dans les commentaires. Prochain spectacle, Dynamite, du 24 avril. T'as d'abord ouvert le show avec une promo entre Willow Nightingale, nouvelle championne, suite au pay-per-view, et Mercedes Moné. Willow qui se dégêne au micro, j'aime beaucoup ça. Envoyer quelques perches, très bonne. Pas quelques perches, mais quelques flèches plutôt à Moné en disant comme hey, dernière fois qu'on s'est battu ensemble, tu t'es un petit peu blessé, puis j'ai gagné la ceinture. Puis qui est baveuse un peu comme ça, puis Moné qui est vendu. Qui a confiance au micro, vraiment. Là, vraiment. J'ai vraiment aimé ça. C'est ça, il y a un peu de back and forth entre les deux. On installe très très bien ce qui va s'en venir, je crois, à All Out. En fait, non, ça va être à All Out. Ça a déjà été nommé. Fait à Double or Nothing. Double or Nothing. Oui, qui arrive plus près que All Out, c'est encore d'un bout. Donc, le Double or Nothing, donc Willow Nightingale qui va sûrement se pogner contre Mercedes Moné. Ça avait été un bon match à la New Japan il y a quelques mois. Fait que je pense que ça va être bon. Mais Willow j'ai vraiment aimé les flèches qui ont été lancées, confiante, elle est bonne. Puis Mercedes Moné qui reste un peu de glace, mais tu sens que elle essaie de pas être ébranlée par ce qu'elle dit, mais on la sent quand même un peu piquée à travers ça. Fait que le personnage qui craque un peu, mais pas tant. Fait que j'ai l'impression que là, ça va être mon analyse un peu d'essayer de voir ce qu'il y a en arrière. J'ai l'impression que Moné, présentement, elle rentre en face. Un peu parce qu'elle arrive on est content de la voir. Les gens, ils l'aiment. Elle est gentille, mais j'ai l'impression qu'on s'enligne un peu plus vers une Mercedes Moné méchante. Puis là, on dirait qu'en ce moment, elle sait pas trop sur quel pied danser. Parce que le turn n'a pas été officiellement fait. Donc, elle doit rester un petit peu sympathique quand même quand elle fait. Fait que j'ai l'impression que ça vient peut-être jouer sur ses habiletés au micro. Que de l'habitude, je trouve... en tout cas, je la trouvais supérieure à ça lorsqu'elle était à la WWE. En ce moment, j'ai l'impression qu'elle se cherche un tout petit peu au micro. Puis ça, c'est un bon exemple parce que je trouvais Willow vraiment supérieure dans la confrontation verbale que Mercedes qui avait plus l'air de réciter un texte. Donc,
Sasha Banks, ça n'a jamais été sa force au micro. Elle était plus bonne en heel qu'en face, on va se le dire. Oui, exact. Ça, elle était meilleure en heel. Elle était vraiment meilleure en heel. Oui, t'as raison. Là. Si elle est en deux chaises, c'est normal qu'elle soit pas complètement ancrée dans son personnage, puis qu'elle soit capable de, justement, là, de contrer ce que Willow lui dit. Fait que, ouais, ça fait bien du sens. Et surtout que le terme CEO, Mm-hmm. ça pourrait ouvrir la porte à peut-être éventuellement faire rentrer dans le clan du EVP. Mm-hmm. Avec des On sait Elite, pas. ben ouais. Ah, Ben oui, avec moi des je Elite, la verrais très bien là. Mais, tu sais, en tout cas, on a un peu tassé. Voyons ben, on y viendra, là, justement, à la fin de ce Dynamite-là. Ouais. Mais on a tassé un petit peu Tony Khan. Fait Mm-hmm. que ces EVP vont prendre plus de place. Mm-hmm. Allons-y tout de suite, dans le fond, là, le segment qui entourait un peu EVP Oui, et Jack absolument. Perry. Tout d'abord, Jack Perry qui, en début d'émission, arrive genre d'un char avec les Ouais. EVP, avec les Young Bucks. On lui refuse. On fait comme, hey! Ben, on fait, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, les Young pas Bucks sont rentrer. comme, non, il est avec nous Fais-nous autres. Il arrive avec nous autres. Et je sais pas, Jack Perry, on dirait que c'est une nouvelle arme qu'il a dans ses segments, mais il fait beaucoup d'apartés maintenant. Mm-hmm. Hein? À plusieurs moments, on regarde la caméra, je me croirais dans Ramdam. Ouais, mais J'ai l'impression qu'il va me dire ses sentiments à chaque fois. justement, il communique ses émotions. Son psy lui a dit, là, faut que tu communiques, faut pas que tu te gênes de dire tes émotions. Fait que je pense que c'est bon pour lui, Jack Perry, qui a du ressentiment dans le sang, comme dirait Boom. Fait que Ouais. ça lui fait du bien de parler. Ça fait très... Mais tu sais, ça ouvrait bien quelque chose. Ça mettait très bien le tapis ou La table. la table, merci, mon Dieu. Ça Hey, mettait le tapis sur la table. ils bien. peuvent mettre un genre. Ils ont mis le tapis sur la table pour pouvoir passer Piper Nevin direct dedans, mais ça n'a pas marché parce que Becky était là. Mais ça mettait très bien la table pour ce qui allait se passer à la fin. Puis là, à la fin, c'est Jack Perry qui est là, qui arrive avec le grand chum Tony Khan. Ouais, ben, qui demande, il dit, moi, je veux le voir, faut qu'on jase, faut qu'on règle des affaires de Il monsieur. avait calé plutôt. Là, moi, d'ailleurs, j'ai remarqué un petit peu quelques chants CM Punk dans la foule qui ont été étouffés par un réalisateur qui, rapidement, on a baissé le son de la foule quand on s'est mis à chanter CM Punk. Ça a été très bref. Et justement, là, le monsieur Tony qui arrive, qui est comme, tu sais, qui est prêt à enterrer l'âge de guerre. On comprend, ça Tony, c'est pas le meilleur acteur, tout ça, mais il arrive. Il fait son Tony Khan, il le prend dans ses bras. Pendant qu'il le prend dans ses bras, le petit regard à la caméra à la Ramdam. Jack qui sourit, tout ça. On sentait venir quelque chose allait se passer. Et finalement, ça a été un bon vieux coup de micro dans le ventre. Un gros sel de coup de micro. Ouais. Les EVP qui arrivent pour un peu sauver. Est-ce qu'ils viennent sauver Tony Khan? Là, il l'aide à se relever. Mais là, c'est les deux. La main. C'est Matthew et Nicholas qui lèvent, chacun qui prennent la main. Fait que là, toi, comme, oh, est-ce que le EVP trigger va être donné? Là, c'est Okada qui est comme, hey, les gars. Ouais. Donnez-y pas. Hein? Donnez-y pas un coup de genou à la place. Cassez-lui le cou! Puis il fait un genre de move avec ses bras comme si. Faites-y le Meltzer Driver. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. On a cassé le cou de Tony Khan. Gros sel. Il était. C'est pas un lutteur, hein? Lui, il a pas les muscles dans le cou pour être capable d'absorber ce genre de choc-là. Fait qu'ils l'ont laissé mort à terre, drette là. C'est un coup de civil. Ouais. Faut s'entraîner longtemps pour être capable de prendre des... C'est ça, là, c'est pas les mêmes muscles qu'il y a dans les coups. Dans ton cou puis mon cou, là, les muscles sont faibles comparés à des lutteurs qui, eux... Des petits coups de personnes moldues, là. C'est exactement, là, c'est faible, là, à peine si ça soutient nos grosses têtes d'eau, là. Fait que, imagine comment Paclao, Tony Khan n'a pas pu survivre à ça. Non. Finalement, tout le monde... Quand même... Ouais, vas-y. Ben, quand même, c'était surprenant, quand même, l'angle qu'ils ont fait, et ça m'a un peu réconcilié, moi, avec le fait d'avoir montré la vidéo. Et moi, je suis comme fait, ok, parfait, on s'en est pas servi pour rien. Et c'était la seule, un peu, porte de sortie qu'il y avait, selon moi. Fallait qu'il y ait faire un no-sell et de ramener Jack Perry. Ouais. Et, tu sais, c'était évidemment le plan initial, là, c'est pour ça qu'on a été de l'avant de cette manière-là. Je pense qu'on aurait quand même pu l'exécuter sans ramener une vidéo qui était très clickbait ou audience bait. Ouais. Mais
Mais au final, j'aimais ça. Et ça créait, je sais pas si... On en a vu quelques-uns, mais c'était très une ambiance NWO. Ouais. Début d'NWO. Puis il y en a il y a eu différentes versions là, de ce genre de nouveau clan, New World Order, qui vient s'installer au pouvoir d'une compagnie. Fait que la WWE l'a fait souvent, cette histoire-là. La TNA l'a fait souvent avec son clan de mafioso, avec Kurt Angle, Samoa Joe. Et là, on a cette version-là de la All Elite Wrestling. J'aime bien le faire avec les EVP. J'ai l'impression que, comparé à la WCW dans les mauvaises années, où littéralement ils prenaient ce clan-là prenait le contrôle, mais pour de vrai, la compagnie, c'est eux qui avaient le pouvoir décisionnel. J'ai l'impression qu'avec les EVP, avec les Young Bucks, ça reste... si on sort du kayfabe, ça reste, je pense, Tony qui décide ou qui a les décisions finales. J'ai l'impression que... puis là, je rentre dans ce que j'entends sur Internet, là, des gens qui chialent, genre comme c'est la fin, c'est le début de la fin pour la All Elite. Je pense que c'est très contrôlé ce qu'ils font. C'est pas bien fait, c'est pas parfait, en fait. Il y a quelques éléments qui sont le fun, mais je pense pas que c'est le début de la fin. On fait juste raconter une histoire qui a déjà été racontée 1000 fois, justement, avec un clan qui prend le pouvoir. Puis c'était leur façon, c'était leur version à eux de raconter ça. C'était-tu parfait? Non. Puis c'était-tu bon? Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Moi, j'aimais ça aussi. Le père de Tony Khan qui arrive, puis qui est inquiet. Puis il y a plusieurs couches là-dedans qui sont super le fun. Fait que... On a eu aussi c'est rare que Tony fait ça, mais on a même vendu le lendemain. Et c'était quand même un peu clever de la part de Tony Khan. Beaucoup de monde en a parlé. Ben oui, ben c'est sûr, parce que c'est le draft de la NFL. Et pour plusieurs qui suivent ce sport, c'est un gros moment important. Pour dans une année, là, si on veut, là, de football ou peu importe le sport, c'est la même chose avec le propriétaire. T'as le propriétaire qui arrive avec le gros after. Ça fait très Vince McMahon dans le temps qui arrive en cours avec son style d'attel, mais ça marchait. Il faisait ses entrevues de même, puis tu sais, ça faisait pourquoi t'es comme ça, fait que ça permet de plugger l'All Elite Wrestling. Fait que tu sais, c'était comme c'est ça, Tony Khan, on peut juger des fois un peu. Des fois, il est très clickbait là. Oui, c'est une autre manière d'être très clickbait, cringe mais dans ce qu'il peut faire, mais ça amène des jeux sur le produit, fait que au final, lui il est content parce que ça augmente les codes d'écoute. Puis moi, j'aime quand même ça. Bien, tu sais, continue de vendre un truc qui est fait. D'ailleurs, à voir si ça servira peut-être même pour justifier peut-être une petite pause ou des vacances pour Tony Khan, parce qu'il n'accompagnera pas, selon ce qui a été dit, la tournée qui arrive au Canada, à Winnipeg, tout ça. Donc, ça va venir asseoir le pouvoir des EVP. Donc, comment le show va être... Quelles décisions vont être prises vous avez vu le Dynamite au niveau de l'histoire. Du 1er mai. Nous, on enregistre mercredi après-midi. J'ai très hâte au Dynamite de ce soir. Ça, comme tu dis, ça va installer vraiment là, qui, où, quand, comment, puis pourquoi, avec un Omega qui revient. Ben hâte. Sinon, dans le même Dynamite, on a ouvert la carte avec le Casino Gauntlet Match que j'ai pas compris, j'ai rien compris du booking. J'ai rien compris. J'ai aimé la lutte, j'ai aimé ce qui s'est passé, j'ai aimé l'histoire que Ospreay nous a raconté à l'intérieur de ce Gauntlet match-là. Mais j'ai pas compris pourquoi Ospreay. Qu'est-ce que le calice qu'Ospreay fait dans ce Gauntlet-là? Il n'y a aucun rapport là, mais il a continué à nous vendre l'histoire. Puis c'est pour ça que j'en parle, là, parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, on aurait passé par-dessus. Le Tiger Driver 91 qui a dit qu'elle allait plus faire, qu'elle allait retirer ça de son arsenal. Il a suivi exactement ça parce qu'il était pour battre Roderick Strong avec le Tiger Driver 91 et il ne l'a pas fait dans le Callis qui était en Callis parce que Ospreay n'a pas fait son Tiger Driver 91 qui a quand même réussi à gagner d'une autre façon, mais pour cet élément-là de l'histoire avec Will Ospreay qui gagne le Gauntlet. En fait, c'est ça va venir, d'après moi ça va venir, parce que là je suis comme, comment on va faire pour... Si, Ospreay ne peut pas partir perdant clean de ce match-là. Non, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça, moi, quand je l'ai vu, seule manière qu'on... pourquoi il... En tout cas, excuse, continue ton oui, mais c'est ça. Puis là, on s'en va vers un match avec Strong. Fait que là, on est comme, OK, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Strong, son clan va venir intervenir? Puis ça va être après une hésitation du Tiger Driver 91 qui va justifier peut-être un turn de Callis qui va venir builder le personnage, parce qu'au final, de la manière qui est vendue en termes de victoire, à aucun moment Ospreay peut perdre un match présentement. Il est vendu beaucoup trop fort. Fait que
soit il remporte la ceinture, puis c'est ça qui se passe, puis on va continuer de le pousser en Absolument. ayant la ceinture sur les épaules, ou il y a plein de choses qui arrivent qui vont justifier cette fin de match-là. Fait que je serais pas surpris, moi, qu'il y ait double beatdown pour Ospreay. Fait qu'un premier beatdown de la part du Undisputed Kingdom, puis un deuxième beatdown de la part de la Callis Family. Back à back. Avec ça le mettrait là, super babyface, underdog over de n'importe name it, là. Ça serait pas mauvais. C'est pour ça que je nomme le Casino Gauntlet. J'ai pas compris le booking, mais j'ai aimé l'histoire qui nous a été racontée en plein milieu de tout ça. Et moi, un match Ospreay Strong, je veux voir ça. Beaucoup. Ensuite, ça nous apporte au SmackDown du 26 avril. Qui était le draft. On avait 2 heures et il y avait le draft. Fait que le draft a pris beaucoup de place à l'intérieur de ce SmackDown-là et la lutte, très peu. Donc, pas de match mémorable parce que c'était soit des co-matchs, soit des squash, soit des trucs qui on s'en fout un peu. Puis on a plus mis l'accent sur qui va aller présenter les prochains nominés, tout ça. Fait que c'était plus un draft nostalgie. En tout cas, moi, si j'avais été sur place, j'aurais pas trop aimé mon expérience d'aller voir ce SmackDown-là. Il n'y a rien, moi, que j'ai vraiment apprécié. Un squash de Braun Breaker contre Cedric Alexander. Il n'y a rien de mémorable. Il n'y a rien de mémorable. C'est ça. Fait que pas nécessairement le meilleur show de la semaine. Non. Mais, moi, je vais quand même le nommer, ça me fait toujours rire quand ils font assemblant qu'il y a des War Rooms des deux de SmackDown. Puis que là, dans le War Room de Raw, il y a JBL parce que il y a JBL, il donne son avis sur qui qu'on devrait piquer. Puis fait que, bref, moi ça me fait toujours rire parce qu'on essaie de recréer ce qui se passe dans des vrais drafts de sport. Des gros tableaux. Évidemment. À côté de on est fâché, on barre quelqu'un, on le voulait. Bref, tout ça, ce sel-là me fait rire en général. Mais pour la lutte, on y repassera. Voilà. Et ça nous amène au Collision du 27 avril, qui a eu deux matchs et demi qu'on a aimé. D'abord, un excellent match, Rey Fénix, et un nouveau qu'on a. Je ne sais pas, Beast Mortos. J'ai vraiment aimé Fénix qui rentre, qui est vraiment over. Il était disparu de la carte. Il était plus là depuis 128 jours dû à une blessure. Il a l'air en forme, il a l'air heureux de lutter, il a l'air content d'être là. Tu mettais des petits X dans ton calendrier. Ah oui, mais je les ai tous comptés. C'est pas du tout les commentateurs qui nous ont dit cette stat-là. Moi, j'ai vraiment compté. Et j'ai même été recompté une deuxième fois juste pour être certain que c'est vraiment 128 jours. Et ça l'était, 128 jours. Le Phoenix qui je comprends pas pourquoi cet homme-là n'a pas encore eu une grosse run avec une ceinture. Bon, il y a eu des blessures, tu me diras, là, mais il mérite d'avoir une ceinture puis d'avoir, je sais pas, moi je vois Phoenix comme à la tête d'une faction où lui il dit jamais rien. Tout le monde autour de lui parle ou comme a des gros comme sont volubiles, sont gros, mais c'est tout le temps Phoenix qui fait juste sortir du lot et aller lutter. Puis c'est lui qui est quand même le chef du clan. T'es un chef un peu un leader plus moins ennemi de l'avant. Oui, c'est pas ça, je m'égare. Il y a un genre de move que Phoenix a fait là, qui saute sur la tête de je vais l'appeler Beast, là, Beast Mortos. Je peux comme pas l'expliquer tellement. Il est comme. C'est ça, il se fait comme s'il se fait propulser un peu, soit pour passer par-dessus, mais au lieu de comme flipper, il atterrit sur la tête. Puis là, il saute à côté. Fait qu'il fait comme un peu comme Mario. Oui, quand on saute sur un Goomba. Oui, exactement. C'est exactement ça. Fait qu'il fait un Mario, il saute sur un Goomba, puis il se donne un spin plus haut pour sauter. Fait que j'avais jamais vu ça, moi, cette transition-là. Par la suite, il y a une espèce de saut vers l'extérieur. Tu sais, on voit que Phoenix est revenu en forme. Il est impressionnant. Un saut de se pitcher dans le vide. En fait, il y a tout le temps un laisser-aller. Il fait comme « Attrape-moi! Ouais! » Puis là, il se pitch. Ouais, exact. Puis il y a une belle confiance entre les deux. La fin au complet est très rythmée, très belle. Des belles transitions. Tout est exécuté rapidement. Phoenix, il a la force. Il a la force. Vraiment. J'ai quand même trouvé... je sais pas comment Beast Mortos fait pour lutter avec ce masque-là. Je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Je comprenais pas comment il voyait bien. Je comprends pas. Puis, il manque pas un beat. Il est là, il flippe, il saute. Il y a pas eu de botch dans ce match-là, tu vois pas que moi j'ai vu. Puis Beast Mortos, une grosse bébite, mais qui est très très léger sur ses jambes. J'ai trouvé impressionnant ce beau bonhomme-là. Beau. Le monsieur avec le masque, là. Cette belle mascotte. Ouais.
Ouais. Et finalement, la seule chose que t'as peut-être moins aimé, on finit avec un petit paquet. Ce match-là. Puis je dis que c'est dommage parce que, c'est le retour de Phoenix, ça c'est le fun qu'on finisse, puis on le vend un peu plus fort que juste il va faire gagner sur un petit paquet. Puis il y a eu plein de spots avant, de transitions avant, qui auraient été légitimes que ça se termine là-dessus. Puis là, c'est ça, ça c'est ma critique qui revient souvent, du côté de Kunika, ça revenait aussi dans le main event, mais pourquoi tu décides que c'est le petit paquet qui est plus légitime que tous les autres trucs beaucoup plus impressionnants qui t'amènent à un momentum plus fun quand t'es dans le public puis tu fais « Yes sir, on a fini ce move-là, c'était malade » puis tu t'en sors avec un souvenir. Ouais. Mais à la place, non, ça va être un truc surprise qui suivi. Je comprends que c'est pour comme protéger tout le monde, mais ça protège qui pour vrai? Ça protège. Moi, je trouve que ça les protège pas de rien. Ben, ça protège pas de rien. C'est un returning. Phoenix, il renaît de ses cendres, là, littéralement. Oui. Phoenix. Fait que même si Beast Mortos perd, il a bien paru. Il paraît bien dans la défaite. Il a pas mal lutté. Ça donne juste que Phoenix profite du momentum de son retour pour gagner. Tout simplement. Fait que, ouais, un peu décevant, là, le petit paquet à la fin de tout ça. Une phrase très weird à dire quand ça sort, quand c'est hors contexte, mais déçu des petits paquets. Ouais, déçu, très déçu des petits paquets. Un autre match, j'ai un peu plus avisé. Et là, pour une fois, on a protégé un mouvement qui était j'étais un peu déçu. On l'avait pas protégé la dernière fois, mais là, le Stormbreaker, on l'a protégé. Ouais. On l'a gagné là-dessus clean. Et bien aimé, Toni Storm, elle nous a sorti aussi des petits nouveaux, en tout cas, des mots qu'on voyait pas souvent. Ouais. Entre autres, une espèce d'enchaînement de coups de cul qui prend la tête de la personne. Puis là, boum, des coups de cul. Fait que, on va voir si ça va revenir. J'ai l'impression qu'on le testait. On testait la réaction du public face à ça. Toni Storm qui a fait un move à Montréal quand elle a lutté pendant le Dynamite, qui est un genre de swing de bras. Tout le monde dit un peu à la comment il s'appelait le monsieur qui mangeait des épinards, Popeye. Popeye, il faisait ça, il se craquait un bras. Mais elle l'a jamais refait, elle l'a fait là. Non. Elle l'a jamais refait après, comme si elle a oublié ce move-là. Puis elle a passé à autre chose. Bref, tu peux voir si ça sera la même chose pour le petit le coup de cul. Le coup de cul, exactement. On sait pas. J'aime beaucoup les sells de Toni Storm qui sont over, qui sont très genre. Ça fit. C'est du oversell, mais vu qu'elle est une actrice, c'est correct. Fait que tu sais, on y croit. Fait que tu sais, mettons, elle se fait frapper d'en face, puis elle tombe avec sort du ring. Mais tu sais, au lieu de tomber face première, elle tombe, elle fait avant de même, genre à terre. Puis ça me fait vraiment beaucoup rire à chaque fois. Un bon niveau in ring. Là, je suis content parce qu'on a Anna Jay qui, enfin, on a d'autres filles qui sont capables de suivre les bonnes lutteuses comme Toni Storm. Fait que la chimie était bonne entre les deux. C'était fluide, les transitions. On a fait, entre autres, un beau Fisherman Suplex qui venait en pont de Toni. Super beau. On n'a pas eu beaucoup de temps pour ce match-là, mais le peu de temps qu'ils ont eu, ils l'ont bien utilisé. C'était rythmé. Il y a eu une pause dans le milieu. Ça a fini rythmé et tout. Bien fait, bravo les filles. C'était le fun. Moi, j'aimais ça. Ouais, moi aussi. Pareil. Et finalement, il y avait le main event, Castagnoli et le nouveau champion, Swerve Strickland, qui était c'était comme un peu son premier. Deuxième, Kyle Fletcher. Deuxième avec Kyle Fletcher, mais encore une fois, je suis comme mi-figue et mi-raisin avec celui-là. Le match, c'est ça. Le match était bon, mais il était pas wow. Là, ça revient encore à on kick-out de finisher, mais là, il n'y a plus de surprise. C'est ça. On enlève un peu, puis c'est que on le sait que Castagnoli ne gagnera pas. Fait que de quelle façon tu peux. Je sais si on essaie de faire dans la construction du match, c'est de nous donner peut-être l'espoir ou de nous donner peut-être une impression que Castagnoli avait peut-être une chance de gagner, mais on le sait qu'il ne gagnera pas. Fait que même si. Ça donne quoi de kick-out quand. Mais moi, si tu veux faire ça, fais à la place un match où la ceinture n'est pas en jeu. Ouais, c'est ça. Parce que là, au moins, genre, Castagnoli a peut-être des chances de gagner. Puis ensuite, ça va l'amener peut-être à un match de championnat parce qu'il a gagné une première fois. Ouais, ça c'est intéressant. Un match où la ceinture n'était pas en jeu. Mais là, la ceinture est en jeu. C'est sûr qu'on va pas enlever la ceinture moins d'une semaine avant. C'est ça. Fait que là, t'es ça. Puis là, tu fais en plus des faux finishes, de kick-out de finisher de Swerve, qui est ton nouveau champion. Tu veux installer fort. Ça l'installe pas fort, moi, je trouve. Encore une fois, un peu comme les matchs de Swerve sont bons, sont rythmés, mais toutes ces séquences-là de. Il fait un finisher, puis il y a un kick-out. À chaque fois, je suis genre, qu'est-ce que vous faites? C'est votre champion. Genre, pourquoi vous le vendez pas fort? Ouais. Je suis d'accord. Peut-être qu'il le match avant qu'il gagne. Il est bon, il est écoutable. Même Castagnoli qui
C'est au meilleur que jamais été présentement que niveau in-ring. Là, il comprend son craft. Mais la construction un peu de tout ça, puis les faux finishes, un peu décevant. Fait que on vous le conseille pour la lutte, Oui. mais pour l'histoire. Pour la construction, si on veut, plus à long terme, moins ma tasse de thé. Je suis d'accord. Et ça fait le tour du Collision du 27 avril. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en avez passé. Êtes-vous d'accord avec ce qu'on dit? Vous êtes comme, non, la lutte est super bonne, on s'en fout de... Non. Vous avez pas raison, c'est le fun des faux finishes. Ouais. On sait Vous avez jamais. le droit, hein, la lutte, c'est très subjectif. Oui, vraiment. Oui, on vous donne notre opinion. Et ensuite, on a le Raw du 29 avril qui était aussi un Raw de draft, mais cette fois-ci, on sentait que le 3 heures a aidé parce qu'on a eu un peu plus de bons matchs et un peu plus de bonnes promos. Mieux construits aussi en général. On était moins tassés dans le temps, fait qu'on a permis de faire un peu plus respirer les choses. Très, très Un d'accord. SmackDown où ça s'enchaînait que des pics. Mm-hmm. Commençait avec Gunther et Xavier Wood. T'aimais ça? J'ai un bon petit match. C'est sûr que Xavier Wood n'est Ouais. peut-être pas le meilleur worker à aller contre Gunther dans le sens où Xavier Wood est très, très... C'est un bon lutteur, mais c'est un bon lutteur dans ce qui est. Gunther, j'ai l'impression qu'il travaille très bien avec quelqu'un d'un peu plus petit ou quelqu'un de la même grosseur que lui, mais le match est très, très intéressant. On a vu un Kofi Kingston. Je sais pas si c'est une construction d'histoire qui va apporter à autre chose. C'était juste un moment dans le temps qui a été figé, mais un Kofi Kingston qui était prêt à jeter la serviette. Puis un Xavier Wood fait comme non, je suis capable, je vais continuer. Parce que je pense qu'il y a un Boston Crab qui avait été donné de la part. Et on avait attaqué la jambe tout le long, puis Exactement, là, la jambe t'a exactement. magané. Donc, Xavier Wood il s'est battu, puis il va continuer. Fait que Kofi Kingston qui n'a pas jeté la serviette pour son ami. Donc, est-ce que c'est une construction d'histoire, un début de quelque chose qui pourrait apporter à la fin de New Day, ou c'était juste un moment dans le temps? On sait pas. Mais pour ce petit moment-là, ça vaut la peine. Puis Gunther, mais c'était pas son meilleur match, dans le sens où c'est pas contre Sami Zayn, ce genre de match-là, mais tout le temps le fun quand même à regarder. Voir quelqu'un se faire décollisser le chest, moi j'aime ça. Ouais, puis c'est ce petit élément-là de serviette ajoutait un peu de suspense ou de on voit pas ça souvent. Ouais, oui, ça fait différent. Fait que ça faisait différent, c'est bien. De varier un peu. Ouais. Et si ça l'amène à quelque chose de plus, tant mieux. Si ça l'amène à quelque chose de rien, mais au moins ça a rendu le match plus intéressant. Voilà. Fait que ça a fait sa job. Ensuite, ça m'a fait bien fait rire. On était au domicile des Kansas City. Je pense les Chiefs. Les Chiefs de Kansas. Eux, ils ont gagné le Super Bowl dans les dernières années. Puis t'avais Patrick Mahomes, qui est le corps arrière de l'équipe, qui était ringside, tout ça. Qui était vendu en heel, bref, on sentait on sentait la NFL très présente. Puis là, j'ai l'impression qu'on a peut-être des partenariats parce qu'il y a beaucoup de ceintures de NFL. Bref, on fait aller un peu cette promotion croisée-là présentement. C'est bien correct, c'est ça. Sauf que ça me fait rire parce qu'il y a eu une promo un peu backstage avec R-Truth qui finit une conversation avec Gable et que là, Miz vient le voir, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il est comme, hey là, je suis full excité, ça se peut qu'on se fasse drafter. Puis il est comme, ben oui, ça se peut qu'on se fasse drafter. Puis il est comme, non, en fait, Miz explique, non, on va se préparer on est les champions. On est comment, c'est plate, je voulais être drafté dans NFL. Et qui pense que, dans le fond, on comprend que Gable a fait à croire que peut-être qu'R-Truth pourrait devenir un joueur de football. Et R-Truth était très content ou très, je sais pas, il était excité à l'idée de devenir un joueur de football. Il a aussi négocié un genre de, on défend notre ceinture aujourd'hui, puis on a le droit de la défendre 2 autres fois plus tard, comme un genre de négociation qui n'a pas de crise de rapport. Là, fait que c'est très, très du gros niaiseux. Mais R-Truth est tout le temps bon. Fait que, exact. Puis ensuite, quand Gable quitte, il se fait attaquer par Sami Zayn. Fait qu'on continue cette petite construction-là qui va aussi se poursuivre. Le match Bronson Reed-Sami, correct, mais il nous a pas marqué tant que ça. Bon. Mais à la fin de ce match-là, il y a eu intervenir. Un no contest parce que Gable est venu là, donner un souplex à Sami pendant le match. Fait que et finalement, c'est Bronson Reed qui a tout décollé tout le monde et qui a tenu la ceinture. Fait que est-ce que ça s'enligne vers un triple menace, tout ça? Triple menace à Backlash, triple menace demain à SmackDown, on sait pas. On sait pas encore nous. Et sinon, autre truc. Non, j'ai pas noté, mais j'ai quand même apprécié le fait que Logan Paul pogne les 3 bagues de championnat pour faire un point américain à GD et par la suite le gros sel de GD pour le reste de Raw. Avec le gros maquillage, tout maquillage, comme s'il avait été vraiment tout défait de la face. Là, c'était très très drôle. Ah ouais. Bien aimé que ça se retourne un peu contre lui-même parce qu'il était du côté de notre ami Logan Paul. Et Logan Paul qui est comme People un peu. Je pense qu'il est comme ça peut-être. Ben, je sais pas s'il est comme ça dans la vie, mais du moins c'est le personnage qu'on nous vend à l'écran. Il est ami avec les vedettes.
Fait que dès que t'es une vedette, ben Logan Paul va être ton ami. Fait que là, Patrick... Puis c'est un peu bizarre parce que, tu sais, Patrick Mahomes, on s'entend, il était face parce qu'il est dans sa ville. C'est comme si Nick Suzuki à Montréal était ami avec Logan Paul. On serait comme, j'aime-tu Logan Paul la soirée? C'était bizarre, cette interaction-là était bizarre. J'ai trouvé. Mais Mahomes il est supposé être un gros babyface, il est pas supposé donner ses bagues à un méchant. Mais là, c'est-tu Logan Paul qui est vendu face là, à ce moment-là? Je sais pas. Mais c'est ça. Je pense qu'on a trouvé en fait le secret pour gagner la vie, c'est se faire une boisson comme Gatorade. Voilà. Et ça nous permet de recevoir des bagues de la Coupe Stanley peut-être un jour d'anciens joueurs. Clairement, on se met là-dessus. Faire un K-pop et avoir une bague de la Coupe Stanley, c'est clairement tes rêves. Ouais, c'est ça. Au lieu d'appeler ça le Prime, on va appeler ça le Bof. B-A-O-F-F. Bof. J'aime ça. Ça te relaxe un peu plus. Mais du côté de des bonnes promos, Drew et Punk, on continue l'histoire, où on reprend l'histoire où on l'avait laissé. Il y a un segment en 2 temps aussi, j'ai bien aimé. Ça. Exactement, c'est ça. Parce qu'on disait là, qu'on construit sur long terme un peu plus le show dans sa globalité. Il y a le draft, c'est la 2 ou la 3e ronde qui est fait. Drew arrive avec le micro, vient faire une petite promo, vient parler aux gens. Et la musique de CM Punk qui part. Puis là, ok, mais il est où lui? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a Louis, lui aussi, il aime les loges, un peu comme Damage Control et comme Jade Cargill et Bianca Belair. Il y a Louis une loge, lui aussi. Puis on le voit en haut là, dans... il y avait Sting, je pense, en arrière de lui, puis Darby Allin qui était là, dans des loges. Puis Drew est comme « Hey! M'en viens péter la gueule dans la loge! » Fait que là, il est parti. Pas la loge la mieux située. Non, elle était un peu dans le coin, bizarrement, en fait. Elle était dans le coin loin, haut. C'est la seule qui restait, je pense, cette dernière minute, cette promo-là. Fait que c'est la seule qui restait, qui pouvait louer, là, j'ai l'impression. Fait que... Moi, j'ai remarqué que Punk a encore l'air d'avoir du fun. Il aurait pu, à ce moment-ci, être épuisé d'être dans la WWE. J'ai l'impression qu'il a encore du fun. Parce que le deuxième segment qui s'est passé, Drew arrive dans la loge. Finalement dans la loge. Et CM Punk n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est CM Punk qui arrive dans le ring et qui fait une promo à la CM Punk. Et qui dit « Hey, moi, je suis capable de faire une promo moins longue que le temps où tu as eu la ceinture, qui est 5 minutes, genre 48 secondes, et qui fait une promo qui time son temps. » Ça m'a fait beaucoup rire, assis en plein milieu du ring, comme CM Punk sait bien le faire. Fait que je sais pas exactement où ça s'en va, cette feud-là, mais moi, j'aime bien tout ça, tout ce qui se construit. Puis les petits moments où le temps que Drew se rende à la loge, bien aimé que il pop dans une shot de caméra en arrière de Sheamus, puis tu le vois comme qui continue à chercher un peu la loge. Fait que c'est pas juste ok, il y a eu ce segment-là, on n'en parle plus jusqu'à la fin. On le voit que ça continue de se construire. Fait que c'est une belle logique générale qui se passe. Ouais, c'est bien le fun. Et finalement, on a eu un match qu'on vous conseille, et celui de Liv Morgan contre Nia Jax. Un peu une rencontre de style, tu sais, une tout petite contre une madame un peu plus volumineuse et qui est plus big woman. Lors de ce match-là, il y a quand même des belles séquences. J'ai entre autres apprécié un moment où Liv prend le bras de Nia Jax, qui est un peu mise dans le coin, et tire sur le bras. Et ça fait qu'elle se donne des coups de turnbuckle dans la face, ce qui un peu la rend un peu dizzy, ce qui permet à Liv Morgan de venir la prendre et elle l'a pas soulevé beaucoup, mais elle la pitch en powerbomb. Fait que c'est comme des petites séquences un peu originales. On bâtit Liv très forte. Là. On bâtit Liv comme top de la carte. Là. Exactement. Et il y a comme la continuité de ce match-là, de pourquoi Nia Jax fait partie de cette histoire-là. J'ai pas encore tout compris, mais elle fait encore partie du mix. Donc, t'as Tiffany qui était un peu ringside pour regarder ce qui se passait. Et là, Naomi a pris sa revanche de SmackDown. Elle est venue l'attaquer dans le public. C'était cette espèce d'escarmouche. C'est continu ringside. Ça a un petit peu dérangé le match. Ça a dérangé Nia Jax. C'est comme dû un peu intervenir. Et par la suite, Liv Morgan en a profité pour faire la victoire. Quand même une victoire clean contre Nia Jax. Très bon. Tu sais, quand on dit qu'on protège des gens ou qu'on protège des mouvements, mais ça élève les gens qui finalement les battent. Voilà. Ce qu'on fait peut-être pas assez du côté de la Harley USA, mais ça c'est un bon exemple parce que ça élève Liv Morgan de faire OK, elle a battu clean Nia Jax, même si tu sais, clean on s'entend, il y a eu une intervention extérieure, mais t'as quand même le pin de Liv Morgan sur Nia Jax
qui fait comme, OK, elle est quand même elle est capable de bien se défendre. Puis à l'intérieur du match, son offensive était logique, Oui. était bonne, elle était pas juste genre des no-sell puis les coups n'ont pas d'impact sur Nia Jax. Fait que j'ai trouvé toute cette séquence-là Tout très bon. bien écrite Oui. pour élever tout ça. 100%. Donc, bon petit match. On vous conseille Absolument. de regarder. Ça fait le tour du Raw du 29 avril, ainsi que de toute la semaine de lutte. Ben. Donc, une lutte a été ponctuée par le draft de la WWE et du côté de la All Elite Wrestling par les débuts du personnage de Tony Khan, Ouais. qui malheureusement n'a pas fait long feu. Non. C'est Il fait, était là, il est c'est reparti aussi vite qu'il est apparu. Mais une semaine mémorable-ish, même s'il y a eu un draft, c'était pas ma meilleure semaine de lutte, je vous dirais. Mais on s'en va vers un pay-per-view qui, lui, sera sûrement pas non plus très mémorable, qui est Backlash. On vous invite à remplir le formulaire. Dans les commentaires, vous pouvez aller voir, il y a un lien qui est direct là pour remplir tout ça. Si jamais vous connaissez des gens là, qui aiment la lutte, qui suivent la lutte ou pas, vous leur dites, ben écoutez l'épisode 44. Non, écoutez l'épisode 43 des Sommeliers de la lutte. Puis ensuite, vous répondez au questionnaire parce que notre épisode 43, si vous reculez dans le temps, on vous fait un beau résumé, on vous fait nos prédictions. Partagez la bonne nouvelle. Si jamais vous voulez aussi nous proposer à des amis, vous pouvez nous suivre partout sur YouTube. On est là. Nos vidéos, il y a des photos pour venir accentuer tout ça, pour venir un peu mettre en image ce qu'on dit. Pas juste un peu, là, littéralement. C'est une image qui vient mettre une image à ce qu'on dit. Si jamais vous nous écoutez seulement à l'audio, vous préférez écouter vos podcasts à l'audio, vos amis à qui vous suggérez écoute seulement l'audio, mais vous voulez quand même commenter, venez nous voir sur Facebook ou Instagram pour venir commenter, pour venir discuter avec nous. C'est là que ça se passe. On vous lit, on vous like, on commente, on vous aime et des fois, on peut peut-être même vous quoter directement dans le podcast parce qu'on a une section commentaires du public. Fait que si vous voulez devenir une vedette de la lutte, vous laissez un commentaire, puis nous, on vous quote, tout simplement. Fait que merci de nous suivre, répondez au formulaire, puis Backlash, qui est à... c'est quelle heure, là, Maxime? Là, dans l'après-midi, à 1h. Samedi après-midi, à 1h. Fait que c'est pas Exactement. C'est pas le matin. Puis tu sais, si jamais vous tombez sur nous à cause que vous... la lutte en France, puis tu sais, on est un podcast francophone, n'hésitez pas à continuer à en jaser, tout ça. Et même si vous connaissez moins la lutte, moi je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. J'ai des amis qui connaissent peut-être un petit peu moins la lutte et qui répondent quand même au questionnaire parce que c'est ça la magie, c'est que tu le sais pas tant, fait que ça se peut que quelqu'un qui connaisse pas ait un meilleur score que toi. Ça se peut très bien. Parce que juste fait, hey, le nom de Naomi, c'est mon nom préféré entre ces trois-là. Et finalement, ça donne qu'elle gagne en plus. Ça se peut. Fait que, tout est possible dans le monde de la lutte. Comparer avec des gens qui connaissent pas la lutte aussi, voir si vraiment vous êtes meilleur ou c'est juste de la chance. Voilà. Ça me fait plaisir de faire ça dans tous les cas. Fait que vous avez jusqu'à samedi midi, mettons, pour répondre au questionnaire. Samedi midi avant Backlash France. Et si vous êtes là, sur place, je relance la perche, mais on aimerait ça avoir le pouls, le feeling de quelqu'un qui était là en France. Fait que comment le public était, c'était quoi la marchandise qu'il y avait dans les coulisses. C'est le genre d'infos qu'on aime savoir. Fait que si vous êtes là, dites-nous, répondez-nous en commentaire. On aimerait ça avoir. Ça ressemblait à quoi live d'être là? C'était quelque chose qui est intéressant à savoir. Sinon, ça fait le tour. C'était Max Ferriard ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde!